Alors, je suis ravie d'animer cette table ronde qui, comme on vous l'a dit, a pour titre « Science au pluriel », parce qu'il y en a beaucoup. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais on va en survoler quelques-unes. Conscience au singulier, parce que d'abord, on n'a qu'une seule conscience, et puis l'usage qu'on fait de notre conscience est évidemment un usage très singulier. Et puis soins, parce qu'ils sont multiples, bien évidemment, et tous les travaux qu'encourage l'Agence de biomédecine en découlent. Et nous allons le faire dans les différents champs investis par l'Agence de biomédecine, avec donc le professeur Hervé Schneewes. Hervé Schneewes, vous êtes, alors je vous donne tous vos titres, directeur de recherche émérite au CNRS, praticien hospitalier en neuro-oncologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et par ailleurs, et ce n'est pas rien, président du comité d'éthique de l'INSERM, de l'EMBL et de IBRANS. Ensuite, l'assistance médicale à la procréation avec le professeur Joël Belaïch-Allard. Vous êtes chef de service adjoint de médecine de la reproduction au centre hospitalier des Quatre-Villes à Saint-Cloud. Virginie Rio, vous êtes cofondatrice de l'association BAMP. L'aspect génétique avec le professeur Stanislas Lyonnais. Vous êtes généticien, médecin à la faculté, professeur à la faculté de médecine de l'Université Paris-Cité, généticien clinicien à l'hôpital Necker. Et puis l'aspect transplantation, alors en l'occurrence xénotransplantation. Alors l'intervention que nous devions avoir avec Catherine Rémy, malheureusement ne peut pas se faire. Elle était empêchée de venir, elle ne peut pas être parmi nous, mais nous aborderons ce sujet donc avec le professeur Michel Tsimaratos, que vous connaissez bien, directeur scientifique de l'Agence de biomédecine. Alors, puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, dans cette thématique science, conscience et soins, j'ai envie de dire au début était le cerveau. Au début était le cerveau puisque tout passe par là en fait. Et je vais vous donner la parole, professeur Hervé Schneewes, peut-être pour qu'on fasse un point sur les neurotechnologies. Les neurotechnologies, à la fois elles fascinent, mais elles inquiètent. Elles fascinent parce que, évidemment, on en a l'usage dans certaines maladies. Vous évoquerez, j'imagine, au cours de la discussion, la maladie de Parkinson. Et puis, elles inquiètent parce que qu'est-ce que c'est que ces technologies qui vont peut-être rentrer dans notre cerveau de manière intrusive, qui vont peut-être nous amener à penser des choses ou à dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. On fait un petit point pour démarrer cette discussion avec vous sur où on en est de ces neurotechnologies et pourquoi on est autant inquiet par celles-ci et par leurs avancées. Professeur Hervé Schneewes. D'abord, merci de l'invitation. Alors, commençons par dire ce que sont les neurotechnologies. D'une façon générique, ce sont toutes les technologies qui permettent d'enregistrer l'activité cérébrale, donc de lire le cerveau, ou d'agir, de moduler cette activité cérébrale, donc d'écrire le cerveau. Alors, ça n'a rien de nouveau parce que la première neurotechnologie, c'est l'électroencéphalogramme. C'est Hans Berger qui l'a inventé en 1928. Donc, on a déjà un peu de recul. Mais dans la période récente, les neurotechnologies ont connu des avancées majeures. Vous avez cité la maladie de Parkinson, c'est le travail fondamental de Bernard Biolac et Christian Gross, ensuite le travail clinique d'Alim Louis Benhabib et Pierre Polack, qui ont permis dès la fin des années 80 d'implanter les premiers patients avec une forme très particulière de maladie de Parkinson, la forme jeune à kinétorigide, et de redonner à ces patients une vie, une qualité de vie et une espérance de vie identique à une personne ordinaire. À partir de là, les neurotechnologies se sont développées à la fois dans le domaine invasif, donc ce qu'on appelle les implants, mais aussi dans le domaine non invasif, tout ce qui est aujourd'hui l'électroencéphalographie à haute densité ou l'utilisation du proche infrarouge ou l'utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne dans la rééducation. Tout ça pour dire que ces neurotechnologies, dans le champ médical, ouvrent des perspectives majeures, aussi bien pour des maladies neurologiques comme le Parkinson que pour des maladies psychiatriques comme par exemple les troubles obsessionnels compulsifs ou les dépressions résistantes. Donc beaucoup d'espoir et du coup beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements. On reviendra peut-être sur l'une des récentes avancées sur le brain to speech, comment on décode aujourd'hui la parole pour permettre à des sujets qui l'ont perdue,
dans des accidents vasculaires ou dans des maladies neurodégénératives, de retrouver l'usage de la parole. Mais à côté de ça, ces neurotechnologies se développent aujourd'hui dans le champ plus général. C'est d'abord l'armée américaine, la DARPA, qui a investi beaucoup, avec des visées de réhabilitation, mais aussi avec d'autres visées, et puis des sociétés privées qui, chacune, y vont de leurs quelques milliards de dollars. Meta, Google, Neuralink, qui... Neuralink, c'est Elon Musk, hein, c'est ça? Neuralink, c'est Elon Musk. Mais ils sont une dizaine aujourd'hui à avoir investi des sommes tout à fait considérables. Et on voit des dispositifs se développer. Vous avez sûrement vu le succès des Ray-Ban Meta, pour ne pas nommer un des... Essilor, d'ailleurs, fait de ces lunettes connectées et de ces dispositifs qui sont capables d'enregistrer l'activité cérébrale en même temps qu'un ensemble d'autres données, le nouveau business plan du futur. Et puis Meta vient de présenter des nouvelles lunettes connectées avec en plus un système de caméra intégré. Et puis Google a des dispositifs qui se mettent dans les oreilles pour monitorer votre vigilance et votre degré émotionnel. Et puis Apple et d'autres vont les publier, vont les présenter d'ici la fin de l'année. Ça sera peut-être le cadeau de fin d'année chic et choc. En tout cas, ça va se diffuser à très grande échelle. Et puis dans différents domaines, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour l'utilisation dans le travail, pour monitorer sa fatigue, par exemple, sa fatigue mentale. Et donc, on voit que ces technologies se diffusent, et donc, au-delà du champ médical, elles posent des problèmes qui sont des problèmes classiques de maintien de la vie privée, parce qu'on a accès à un certain nombre d'informations qui, par exemple, pour prendre simplement le RGPD, si c'est dans le domaine de la santé, c'est couvert comme données personnelles. Mais si le registre de protection des données. Le règlement européen de protection des données. Mais si ces données cérébrales sont collectées dans d'autres contextes, par exemple un jeu vidéo, eh bien, ce ne sont plus des données personnelles. Quand vous porterez les lunettes XX connectées, eh bien, ce ne sera plus des données personnelles qui seront collectées. En tout cas, au regard des règlements actuels. Donc, protection de la vie privée, protection de la liberté de penser. Nous savons qu'il y a des possibilités d'interférer avec la liberté de penser. Et puis, pour ne pas être trop long et laisser la place au débat, aussi la question, par exemple, quand c'est utilisé par des enfants ou des adolescents, du fait que nous sommes là avec des cerveaux qui ne sont pas des mini-cerveaux adultes, mais des cerveaux en développement. Donc, quel est l'impact, la réversibilité, l'impact à long terme de l'utilisation de ces technologies, qui peut être pour le meilleur, hein, je l'ai encore dit, par exemple des enfants dyslexiques ou dyscalculiques, qu'on aidera peut-être à retrouver des meilleures formes d'apprentissage, mais inversement, une interférence avec un cerveau en développement, ou le cerveau de l'adolescent qui est un cerveau en complète réorganisation, dont on connaît par exemple l'impulsivité, et on sait qu'on peut jouer sur les circuits dopaminergiques qui contrôlent cette impulsivité et qui, par exemple, rendent compulsif un acte d'achat ou un acte de jeu. Et donc, voilà les grandes questions qui sont soulevées par ces avancées techniques. Et on n'aura pas assez de cette heure et demie avec les autres questions soulevées aussi pour évoquer tout ça. Mais on fait un premier tour de table. Professeur Stanislas Lyonnet, je vous donne la parole. Tout comme ce qui se passe dans le cerveau, ce qui pourrait se passer dans le cerveau, la façon dont on pourrait justement agir sur le cerveau, votre domaine, la génétique, c'est également un domaine très fantasmé. Parce que c'est un domaine qu'on utilise pour soigner des malades, mais aussi pour prédire éventuellement quel futur enfant pourrait être porteur d'une maladie génétique ou pas, comment voir chez des parents seraient susceptibles de porter une maladie génétique ou pas. Ça donne lieu à tout un tas de fantasmes là aussi et d'inquiétudes, à savoir est-ce qu'on sélectionne des populations, certains vont même jusqu'à utiliser le terme d'eugénisme. Alors pour poser un petit peu le débat de cette génétique, Stanislas Lyonnet, est-ce qu'on peut commencer par exemple, on utilise de plus en plus les tests génétiques, auparavant c'est des personnes malades, maintenant c'est pour savoir si elles seront éventuellement malades. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon un petit peu pour poser le sujet ? Facile.
Merci Daniel. Alors il faut se replacer une vingtaine d'années en arrière à l'avènement de la séquence du génome humain, et effectivement alors la réalisation que le fantasme génétique qui est éternel chez l'homme, puisque au fond on a l'impression d'avoir une matière génétique qui est à la fois responsable de son exercice biologique d'être humain, vivant, développement et mourant, y compris sa programmation de mort, et on a aussi dans ce matériel, fantasmé ou non, l'écriture du passé, de ce qui nous a été transmis par nos parents, etc., etc., et l'écriture de l'avenir, puisqu'on va le transmettre à ses enfants. Donc vous voyez comment cette analyse biologique se voit accrocher des vertus réelles de prédiction, d'explication du passé, y compris le roman familial, et d'action sur le présent, notamment la santé. Et donc, l'avènement génome humain 2003-2005 s'accompagne alors d'une réalisation technologique sur laquelle les fantasmes peuvent enfin s'adosser. Renaît la médecine de précision, la médecine de personnalisée, en disant c'est réglé les enfants, on va avoir notre génome et on va donc pouvoir vous dire quand vous allez être malade, de quoi, et par conséquent prévenir, prédire, voire éviter ces pathologies. Il faut reconnaître que 20-25 ans après, cette immense promesse, qui reste véritable, je crois, qui reste véritable dans ses bonnes valeurs, cette immense promesse s'est confrontée à des immenses difficultés qui avaient été non pas sous-estimées, mais un petit peu sous-représentées par les généticiens eux-mêmes, trop contents de pouvoir faire une cavalcade sur ce génome. La variabilité du génome humain, qui est écrasante, un exome, une séquence d'exomes où les gènes codants pour les protéines, c'est 20 000 différences entre vous et moi. Et par rapport à la séquence dite de référence, la séquence de référence, c'est le génome. Non, la séquence de référence, c'est la moyenne de tout le monde dans cet amphithéâtre. Ça ne veut rien dire, c'est pas normal, pas normal. Et donc une des missions importantes, essentielles de la génétique médicale et la bioinformatique en génétique aujourd'hui est d'annoter ces variants, d'essayer de les repérer, facile, et de les qualifier. Et ça, c'est très difficile. Je crois qu'il faut qu'on ait ça en tête. La deuxième complexité sous-estimée, c'est celle de ce qu'on appelle un peu pompeusement l'architecture génétique des maladies. C'est quel est le variant qui détermine, il en faut combien, dans quel combinatoire, est-ce qu'on est face à une maladie mendélienne plein pot, les petits pois, et on voit que même dans ces maladies mendéliennes, la complexité existe avec la variabilité d'expression. Bref, on a survendu cette génétique prédictive. Il faut donc revenir il me semble, à ce qui a guidé cette médecine génétique depuis bien plus longtemps, l'utilité clinique. L'utilité clinique, c'est de dire, est-ce que je suis utile aux patients, à la famille, au projet familial? Est-ce que je suis utile, quand je dis à la famille, est-ce que je suis utile au passé aussi? On l'évoquait tout à l'heure. Quel est le nom de cette maladie? Le diagnostic, et là la génétique est parfaitement acceptable. Elle va vite, elle court-circuite beaucoup d'examens pénibles, elle peut raccourcir un grand projet national d'EFIDIAC sur la déficience intellectuelle, conduit par un consortium qui réunit plus de 12 CHU avec le plan France Médecine Génomique, a montré qu'on pouvait passer de péniblement 20% de diagnostic à près de 45% de diagnostic chez ces enfants, jeunes adolescents atteints de déficience intellectuelle, avec des promesses de recherche pour au moins une dizaine de pourcents supplémentaires, et pour un coût unique d'un génome complet qui aujourd'hui défie toute concurrence. Donc il ne faut pas, sous-estimer cette bonne génétique-là qui fait des diagnostics plutôt bien, plutôt rapidement, et accompagné de mesures de conseil génétique au moins, et aujourd'hui thérapeutiques. C'est un mot qu'on a encore du mal à prononcer en génétique, c'est les traitements. Alors, on va peut-être revenir sur différents aspects. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de table introductif. D'abord, Joël Belaïchala, Stanislas Lyonnet, vous disiez, on a survendu la médecine génétique. Alors, non, je vous gardez le micro. Et peut-être de façon un peu provocante, j'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'on a survendu la médecine de la reproduction? Les résultats aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de René Friedman, les résultats aujourd'hui ne sont pas exceptionnels en ce qui concerne la France. J'aimerais
j'aimerais avoir votre avis, vous, de médecin de la reproduction, sur cette évolution, justement, de cette AMP, et sur cette évolution qui va de pair aussi, on sort peut-être un peu du champ médical pour aller dans le champ sociétal, mais la biomédecine, c'est fait pour ça aussi, de ce que vous voyez en tant que médecin, de ce que les enquêtes attestent aussi, à savoir un moindre désir des femmes d'avoir des enfants et un désir beaucoup plus tardif, ça on le sait depuis quelques années. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, médecin de la reproduction, d'avoir à faire face à ces phénomènes presque on pourrait dire de société, effectivement, avec la mise en place de l'autoconservation des ovocytes, avec la dernière loi de bioéthique, mais tout ça, comment vous le vivez, comment au quotidien vous arrivez à progresser dans votre art de la médecine de la reproduction? Merci beaucoup Daniel et merci à l'Agence de biomédecine de l'invitation. Il y a énormément de questions dans vos réflexions. Je vais répondre à une seule. C'est vrai qu'on a en France et dans la plupart des pays qui nous entourent une chute de la natalité très très importante. On réalise mal, mais en 50 ans, on a perdu 200 000 naissances sur 800 000, c'est-à-dire un quart des naissances. Parlez bien devant le micro. Oui, c'est-à-dire un quart des naissances. Alors, un quart des naissances, c'est quand même absolument énorme. Dans l'avis 149 du Comité consultatif national d'éthique dont j'étais rapporteur, on a essayé de comprendre les raisons éthique par définition, et les raisons qui pouvaient expliquer ceci et le rapport avec l'assistance médicale à la procréation. Alors, c'est clair qu'il faut distinguer le non-désir d'enfant ou l'enfant empêché, donc ce qu'on pourrait appeler ce que les épidémiologistes appellent l'infécondité volontaire, parce qu'on ne veut pas d'enfant, mais aussi parce qu'on ne s'autorise pas à avoir un enfant pour des raisons socio-économiques, pour des raisons d'éco-anxiété ou d'éco-responsabilité selon le côté où on se place. Et puis à côté de ça, il y a l'infécondité, l'infertilité, elle, avec comme premier facteur, il faut bien le dire actuellement, l'augmentation de l'âge du désir d'enfant. Alors, ce n'est pas une phrase de journaliste, hein, c'est une réalité. Nos consultations, ce sont en permanence des dames nées en 1984 et 1985, c'est-à-dire 41 ou 40. Et quand on a la chance d'en voir une un peu plus jeune, vraiment, quasiment notre cœur se dilate. Je plaisante pas vraiment parce que c'est un vrai problème. Alors, ce désir d'enfant tardif, il a de multiples explications. Bien sûr, il y a des points très, très positifs. Hein, les carrières féminines, tout ça, c'est très, très positif. Il y a des points dont on ne parle pas suffisamment souvent, qui est le fait que les gens, et les hommes en particulier, hésitent beaucoup à s'engager. Et puis, il faut bien le dire, il y a une confiance imméritée dans l'assistance médicale à la procréation. J'avais le sentiment, quand je disais ça, que c'était une phrase toute faite. Et tout récemment, une de mes patientes, mariée à un enfant de médecin qui lui-même faisait de l'assistance médicale à la procréation, auquel je dis quand même, madame, vous avez 42 ans, c'est un peu dommage, vous vivez ensemble depuis 10 ans. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous venez me voir? Et sa réponse, elle a révélé vraiment ce qui est caractéristique. Elle me dit, vous connaissez XYZ, puisque je connaissais effectivement bien son papa qui était un ami. Il avait une telle confiance dans l'AMP, il a été élevé dedans. Il me disait, on a le temps, quand on voudra vraiment, on ira faire une FIV. Sauf que 32, 42, et que maintenant, je lui offre 7% de chance dans les bons cas, et encore. 7% de chance d'accouchement. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème sur cette chute de l'âge au moment du désir d'enfant. Alors, l'autoconservation ovocytaire, j'ai fait partie des passionnariats en France. Quand j'étais vice-présidente du Collège national des gynéco-obstétriciens français en 2012, presque 10 ans avant la loi, on a commencé à se battre et à prendre parti pour. L'autoconservation ovocytaire, en principe, c'est génial. Je continue à le penser. C'est un des droits de la femme. Mais il y a une évolution qui quand même nous pose problème, il faut bien le dire, au quotidien. Toutes les analyses, toutes les études scientifiques jusqu'à 2021-22 montraient que les femmes qui faisaient une autoconservation le faisaient parce qu'elles n'avaient pas trouvé celui, parfois celle, avec qui faire un enfant. Ou elles venaient, l'exemple typique, c'était la femme qui nous disait « J'ai vécu 10 ans avec mon conjoint, et puis au bout de 10 ans, il est parti, et maintenant, je ne retrouverai pas quelqu'un, et puis je ne peux pas lui mettre la pression. » Enfin, tout ça, vraiment, on le comprenait, et on l'a soutenu, et personnellement, je m'étais beaucoup engagée pour qu'on obtienne cette autoconservation ovocytaire. La France a décidé... Mais il y avait un mais dans votre intervention. Il y avait un mais. La France avait décidé que ce serait pris en charge à 100%. C'est bien,
mais je crois que c'est aussi mal, on pourra en parler. En tout cas, il y a une évolution. Actuellement, qui voyons-nous? On voit qu'on n'a pas assez de centres autorisés, vous le savez, dans le rapport de l'Agence de biomédecine de l'an dernier, on avait en 2024 42 centres autorisés sur les plus de 104 centres FIV français, ça ne suffit pas, bon ça c'est clair, des délais d'attente faramineux, et puis les femmes qui arrivent ne sont plus celles qu'on a vues arriver au début. Et on le voit très bien à Saint-Cloud, on a fait une étude, on est passé de 8% de femmes en couple à, au premier semestre 2025, 40% des patientes qui viennent sont en couple, voire mariées. Monsieur est parfois là et nous disent c'est pas le moment. Quand on essaye, on de leur dire, vous savez quand même, madame, que vos chances actuelles avec vos ovocytes frais sont supérieures à ce que vous aurez avec les mêmes ovocytes quand on les décongélera dans 2 ou 3 ans, qui résisteront pas tous à la décongélation. Quand on tente de dire une phrase pareille, on a une seule réponse, ou en gros, ça vous regarde pas, même si c'est pas dit comme ça, ou mais c'est pas le moment parce que je construis ma maison, parce que je veux passer ma thèse, c'est pas le moment parce que économiquement, enfin, c'est pas le moment. C'est la phrase qui revient tout le temps. Et donc, il y a eu une évolution. Non, mais finissez votre phrase. Voilà, je veux dire que l'autoconservation, on l'a défendue, c'est fantastique qu'on puisse la faire, c'est un des droits faramineux de la femme, je crois vraiment, après le droit à l'IVG, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est en train d'être dévié dans l'évolution sociétale, on repousse l'âge du désir d'enfant, or les grossesses tardives présentent quand même des risques, or l'autoconservation, l'ovocyte congelé, dévitrifié, il est quand même moins efficace que l'ovocyte frais tout de suite. Mais ce message, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément vu venir, effectivement. Je voudrais avoir la réaction de Virginie Rioux pour le collectif BAMP. Vous avez entendu ce qu'a dit Joël Belaïchala. Votre action, c'est de lutter aussi contre l'infertilité. Donc, comment vous menez vos actions, puisque à la fois, on voit l'âge des femmes en désir de procréer recule, à la fois, il y a ces problèmes d'infertilité qui sont liés ou pas à l'âge. Donc, comment vous analysez cette progression ? Alors, c'est vrai que la question de l'autoconservation, on l'avait défendue aussi en tant qu'association de patients, dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes, puisque les hommes pouvaient congeler leurs gamètes depuis très longtemps déjà, et dans la perspective d'optimiser ce temps de la fertilité, de l'infertilité, et de donner une possibilité aux femmes qui étaient dans des situations où elles ne pouvaient pas procréer au moment où elles le voulaient, de pouvoir disposer quand même de gamètes d'une qualité meilleure que 3 ans après, 5 ans après. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a... Enfin, c'est pas ce qu'on constate, c'est ce qu'on demande depuis des années. Ah, on ne vous entend plus ? On va changer de micro. Ce qu'on demande depuis des années, c'est d'optimiser les techniques d'assistance médicale à la procréation, et donc de l'optimiser avec les outils qu'on peut utiliser dans d'autres champs thérapeutiques, et notamment la génétique. C'est une demande qu'on formule. Alors, on n'est pas du tout ni médecin, ni experts médicaux, mais il faut arrêter en fait de maltraiter les femmes, de maltraiter les couples qui sont dans le désir d'avoir des enfants, parce qu'on a des outils modernes, des moyens techniques. Qu'est-ce qu'on n'utilise pas en matière de génétique ? Et je ferai réagir Stanislas Lyonnais aussi. Alors, ce qu'on n'utilise pas, c'est aujourd'hui, ce matin, là, il y a des gens à qui on transfère des embryons dont on ne connaît pas le potentiel implantatoire. Et par ailleurs, on sait que nous, les humains, on a une fertilité qui n'est pas optimum et qu'on n'a pas beaucoup de gamètes qui, finalement, peuvent donner des bébés. Et donc, on investit financièrement, on investit technologiquement, on investit humainement, socialement, sur des perspectives qui sont vouées à l'échec. Et ça, en tant qu'association de patients, de personnes infertiles et ayant recours à l'assistante médicale à la procréation, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait voir s'améliorer. Et on voudrait que la génétique entre plus dans le champ de la prise en charge médicale des infertilités, sur le moment de l'infertilité et du désir d'enfant, mais aussi dans une perspective de prévention à long terme, parce qu'on sait aussi que certaines pathologies qui créent des infertilités aujourd'hui sont aussi le signe de pathologies qui pourraient advenir plus loin dans la santé. Pas seulement dans l'objectif d'une reproduction. Voilà. Stanislas Lyonnais, pourquoi on n'utilise pas davantage la génétique et comment on pourrait justement faire progresser ? Peut-être Joël Belaïchala. Peut-être un commentaire pour revenir un petit peu en amont sur ce que disait Pascal et ce que vous avez repris un petit peu. C'est dans les facteurs de risque, fertilité, fécondité, procréation, il y a un oubli absolument dramatique, c'est que l'âge
des couples en génétique est un risque. Les femmes le savent très bien. La myosynthèse à 38 ans, etc., c'est devenu une tradition. Les hommes ne le savent pas, ne veulent pas le savoir. Et donc, on a souvent des couples, un couple à 38 ans et puis un Victor Hugo 60, qui font un petit enfant qui a un problème de mutation nouvelle. C'est les gamètes paternels, la spermatogénèse qui est en cause. Il n'y a absolument aucun doute. C'est démontré. Et donc, je crois que si on peut profiter de l'audience de l'Agence de biomédecine pour dire que, attention, il faut aussi que ces messieurs, très fiers d'une procréation qui dure toute leur vie, sachent que le taux de mutation dans les gamètes masculins augmente drastiquement. Drastiquement, il n'y a pas de seuil, mais régulièrement, jusqu'à atteindre des taux de 4-5% autour de 45 ans. Alors ça, non, on poursuit, pardon, parce que je voudrais que vous me répondiez à pourquoi on n'utilise pas plus la génétique. Ça, c'était un facteur, l'âge des hommes, effectivement, mais où Joël Belaïcha, ça, ce sera plutôt Stanislas. Pourquoi on n'utilise pas plus la génétique et comment on pourrait s'en servir, justement, pour faire progresser? Daniel, je vais répondre à la question tout en passant le micro à Stanislas, mais je voudrais quand même dire sur l'homme, il a complètement raison. Et on a besoin de l'aide de l'Agence de biomédecine. Moi, j'ai l'habitude de raconter, mais je vous jure que c'est vrai, que j'ai répondu à je ne sais pas combien d'interviews sur la fertilité à des magazines. Jamais de ma vie, je n'ai été interviewée par un magazine masculin. Jamais. C'est comme ça. Et alors, je ne les lis pas, je ne sais pas si mes confrères hommes sont interviewés, mais en tout cas, moi non. L'âge de l'homme et la fertilité, ça reste un sujet tabou. Or, il est bien démontré qu'il y a un effet de l'âge de l'homme, que l'âge de l'homme, l'horloge biologique chez l'homme, tourne aussi. Elle tourne plus tard que chez les femmes, mais qu'après 45 ans, il y a un effet sur la fertilité et sur la qualité de la descendance. Et on n'arrive pas à faire passer le message. Ah, voilà, là, il est passé double face. Un petit... Voilà, je voudrais bien que M. Lyonnais réponde à cette question. C'est très juste parce que moi j'ai essayé dans Marie-Claire, elle, etc. Mais ce n'est pas les bons journaux. Mais il n'y a plus de journaux d'hommes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pilote Magazine, merci quand même. Ça, c'est pas très gentil. Alors la génétique dans la procréation médicalement assistée. Génétique et procréation médicalement assistée. Non, vous voyez bien que j'ai pas envie d'en parler. Donc, non, mais c'est pas facile parce que on est dans le conflit usuel de la génétique, dont on peut reparler après pour d'autres tests. L'expansion des domaines des tests génétiques, dans cette tension, diraient les éthiciens, entre d'une part l'utilité, elle existe, madame, on peut imaginer qu'il y ait un screening de quelques mutations, anomalies chromosomiques et anomalies géniques qui puissent augmenter l'information des couples sur le risque génétique, d'une part. D'autre part, aller trop loin, c'est-à-dire l'excès avec des tests de séquences de nouvelle génération qui vont nous ramener des variants génétiques dont je parlais tout à l'heure et dont on ne sait même pas quoi dire aux couples et qui, au fond, vont de facto interdire toute procréation puisque tout le monde en porte des dizaines de variants de maladies que nous n'exprimons pas parce qu'on a un petit peu de chance ou qu'il y a un mécanisme de compensation ou que ce sont simplement des ailes récessifs. Donc, voilà Et puis, il y a une question de moyens aussi. Quand on parle des tests génétiques, je sais j'espère que le plan France Médecine Génomique version 2, on l'attend avec beaucoup d'impatience, doit prendre en compte des nouvelles indications. On parlera peut-être tout à l'heure de l'information préconceptionnelle, des tests aux hétérozygotes. Je pense que l'information sur les tests sur les donneurs, d'une part, et les tests dans le contexte du DPI doivent être mis en discussion, avec cette prudence sur laquelle j'insiste, entre le trop bien, la séquence totale qui va, au fond, écraser la question. Alors, non, c'est pas... On va donner la parole. J'ai la main mise sur la table ronde quand même. On n'oublie pas que, effectivement, c'est une part importante du champ d'investigation de l'Agence de biomédecine, les greffes, les transplantations. En l'occurrence, on parle xénotransplantation. Et je voudrais faire le point avec vous sur où en est-on. Parce qu'effectivement, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, en particulier concernant le porc. On sait que les travaux ont beaucoup avancé. On savait que ce qui bloquait, c'était au niveau du rejet et qu'on en est maintenant à modifier génétiquement les organes pour qu'ils soient plus compatibles avec l'être humain et qu'il y ait moins de phénomènes de rejet. Je voudrais savoir où on en est et comment on tient compte aussi, là aussi on en arrive à... J'ai des élèves dissipés là dans la salle. Comment on en arrive aussi à introduire, parce que c'est aussi un phénomène de société, ces notions de bien-être animal qui sont arrivées dans le débat sociétal, qui sont posées maintenant et qu'on ne peut pas ignorer et qui peut-être étaient un peu mises de côté il y a quelque temps. Alors vous allez me dire peut-être aussi, il y a beaucoup de questions dans ma question, mais voilà, on en est où et qu'est-ce qu'on fait de ce rapport homme-animal?
Alors, on en est où, Daniel? Merci de cette question. Ça a démarré. On est, quiconque lit la presse scientifique et parfois même la presse grand public sait qu'on a aujourd'hui transplanté des organes qui ont été prélevés à des animaux, à des humains. Et que, les animaux, c'est le porc essentiellement. C'est le porc. Ouais. Voilà, c'est le porc, et ce sont des porcs qui ont été, dont la carte d'identité biologique a été modifiée pour améliorer l'acceptabilité biologique, histologique. Et quelle chance on a d'avoir l'embarras du choix et de se dire, voilà, toutes ces thérapeutiques aujourd'hui peuvent contribuer à quelque chose. Remettons-nous ça en perspective. Aujourd'hui, la greffe d'organes est la seule solution pour continuer à vivre lorsque un organe vital est défaillant. Et tous les organes ne sont pas greffables. On parlait du cerveau tout à l'heure, on ne peut pas greffer un cerveau. Liste d'attente active en France, c'est 11 000 personnes, c'est ça? C'est 11 000 personnes, il y a 20 000 personnes inscrites sur la liste d'attente pour une greffe d'organes en France. Et souvenons-nous que chaque année, 800 à 900 personnes décèdent alors qu'ils sont inscrits sur la liste d'attente pour une greffe et qu'ils n'ont pas reçu de greffon. Donc la notion de pénurie est une notion qui n'est pas prête de s'éteindre. 8 000 personnes s'inscrivent sur la liste d'attente chaque année et l'année 2024, qui a été une année record, a été l'année où les équipes de transplantation ont réalisé 6 000 greffes. Vous voyez que chaque année, il y a 2 000 personnes qui s'inscrivent, en plus que le nombre de greffes. Donc l'idée de pénurie, elle n'est pas prête de s'éteindre. Et c'est cette idée-là qui préside au fait qu'on va chercher toutes les sources de greffons possibles. Alors toutes les sources de greffons dans l'activité quotidienne, comme dans le plan greffe 2022-2026 et les plans ministériels, mais aussi avec de la recherche sur des sources de greffons qu'on n'est pas encore totalement en mesure d'intégrer dans un parcours clinique. Et donc, c'est de la recherche. Ces équipes qui ont transformé génétiquement des porcs de manière à les rendre compatibles et de manière à inactiver un certain nombre de dangers qu'il pourrait y avoir si on utilise un de leurs organes. Qu'est-ce qu'on greffait? Le rein essentiellement? Oui, le rein essentiellement. Et puis il y a eu, vous avez peut-être lu récemment, un cœur et un poumon qui ont été greffés en provenance d'un animal. Mais si on se focalise sur le rein, eh bien, on va transformer cette carte d'identité biologique parce que le rein est un organe qui est fortement immunogène, c'est-à-dire qui déclenche une réaction du receveur, que ce soit un rein d'origine humaine ou un rein d'origine animale. Et la transplantation d'un rein d'origine animale va comporter des dangers qui sont des dangers qui viennent en plus. Par exemple, des virus qui sont à l'intérieur du génome de l'animal et qui peuvent s'exprimer chez l'homme par des maladies et qui peuvent entraîner son décès. Et donc, l'exploit scientifique, ça a été de modifier, de créer des porcs et en utilisant les outils moléculaires de changement du génome, de changer l'ADN de ces porcs pour que leurs organes, en l'occurrence leurs reins, soient plus compatibles avec les humains. Donc là, on a vu, il y a un certain nombre de greffes qui ont été réalisées comme ça dans le cadre de la recherche aux États-Unis, qui sont très très loin devant dans cette démarche. Et certains de ces receveurs ont vécu plusieurs mois ou sont encore vivants avec un organe provenant de ces porcs génétiquement modifiés. 2 exploits. L'identification des mutations et des mutations à induire chez ces porcs pour transformer et augmenter leur compatibilité. 2e exploit, l'identification des dangers de ces endovirus qui sont codants dans le génome de ce porc. C'est donc du développement industriel de très haute technologie, extrêmement coûteux, qui fait qu'on va pouvoir amener quelque chose qui va contribuer à une démarche thérapeutique.
Alors, dans votre question, pardon, Non, parce je continue. qu'effectivement, vous parlez, et c'en est un exploit scientifique, et qu'est-ce qu'on fait effectivement de ces réflexions qui arrivent maintenant dans la société autour du bien-être animal? Est-ce que l'animal doit être considéré comme un réservoir d'organes à bas coût? Eh bien, on peut faire le parallèle avec une autre utilisation de l'animal qui est la nourriture. Est-ce qu'on peut considérer que les animaux sont des réservoirs de nourriture pour nous, les êtres humains, et parfois pour d'autres animaux? C'est une vraie tension éthique qui est au centre de la réflexion. Comment sont élevés ces animaux? Qu'est-il fait de ces animaux une fois que leurs organes sont prélevés? Est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour autre chose? Peut-on prélever autre chose? Peut-on imaginer une filière industrielle de production de ces animaux qui ne servent que pour, entre guillemets, produire les reins dont on aura besoin? Et puis, notre société, en tout cas les sociétés dans lesquelles on vit, posent toujours, à un moment donné du développement, la question de la soutenabilité. C'est-à-dire, quel est le modèle qui nous permet d'envisager le passage d'une démarche expérimentale très coûteuse, mais dont l'objectif est de produire des résultats, à une démarche plus largement diffusée dans le grand public, dont l'objectif est l'utilité. Comment, de quelle manière on pourra proposer ces organes aux personnes qui sont sur une liste d'attente? Est-ce que c'est dans une démarche de remplacement de la greffe d'organes humains? Est-ce que c'est dans une démarche supplétive d'attente de la disponibilité d'un organe humain? Et est-ce que ce modèle-là gardera le côté qui est reconnu de tout le monde, de performance, c'est-à-dire que la richesse mobilisée pour permettre à quelqu'un d'être greffé est très en faveur de la transplantation quand on compare au système de maintien sans transplantation qui sont des technologies biomédicales, la dialyse par exemple, si on prend la greffe de rein. Et donc toutes ces questions-là vont arriver en même temps qu'on va passer de la démarche expérimentale qui valorise l'exploit à la démarche plus largement diffusée qui valorise l'utilité pour la communauté, pour l'ensemble des personnes. Alors, très bien, ça me fait un lien avec, je voudrais revenir au cerveau avec Hervé Schneves, parce qu'effectivement, vous avez cité les utilisations qu'on peut faire des implants pour diverses maladies. Vous avez parlé des dépressions aussi. Voilà, Parkinson, on connaît, des autres maladies. Le lien entre la personne et le bien collectif, justement. Est-ce que ces différents modèles d'implants pourraient un jour devenir tellement répandus que ce serait une autre façon de penser, avec une pensée augmentée? On parle de l'homme augmenté. Est-ce qu'on peut parler aussi de pensée augmentée? À qui ce serait destiné? À quoi ça servirait? À qui ce serait destiné? Comment on fait ce passage, justement? Et tout à l'heure, vous citiez différentes sociétés, dont celle d'Elon Musk, qui est en pointe sur certaines intrusions dans le cerveau, en fait. Est-ce qu'on peut faire le point un petit peu, savoir où on en est? Vous parliez tout à l'heure de brain speech ou inner speech. Ça veut dire qu'on arrive, pour certaines maladies dans lesquelles les patients ne parviennent plus à s'exprimer, à les faire s'exprimer, enfin, à donner leur pensée, en quelque sorte. C'est ça? Et comment ça fonctionne et quelle extension ça pourrait avoir? Alors là encore, vous posez de nombreuses questions. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au cœur, non mais on va essayer de les aborder une par une. Et au cœur de tout ça, il y a la dimension de recherche. Et je crois que pour revenir aux interventions précédentes, un des tristesses qu'on peut exprimer, c'est de voir les entraves à la recherche, puisqu'on a évoqué la question de la pertinence et de l'utilité, par exemple, du DPIA, c'est-à-dire ce diagnostic des anomalies chromosomiques pour ne pas implanter des embryons dont on sait par avance qu'ils ne se développeront pas. Cette recherche qui avait été autorisée par l'agence a été interdite par des recours judiciaires légitimes, mais d'associations qui sont anti-recherche ou anti-avancée de
de ces connaissances. C'est vraiment une tristesse. Dans d'autres cas, c'est plutôt un manque de moyens pour la recherche qui est à critiquer. Et il faut toujours se rappeler que si on veut pouvoir avoir demain des porcs génétiquement modifiés, puisque c'est à chaque fois des convergences qui permettent tout ça, convergence de l'ingénierie du génome, convergence de la capacité de bien traiter ces porcs et qu'ils ne soient pas infectés avec des virus qui risqueraient d'être pathogènes pour l'homme. Et puis la question de la souveraineté, c'est-à-dire que demain, dans l'état actuel des choses, ce sont des sociétés américaines qui produisent ces animaux. Il y a aussi le Roslin Institute qui est peut-être un peu plus proche de nous. Mais enfin, c'est pas où est la souveraineté et la capacité de soigner nos patients ici et maintenant. Bon, revenons à ces questions cognitives. Alors un petit coup de patte à Elon Musk, puisque vous y souhaitez revenir. Il n'est pas du tout en avance. Il est plutôt très en retard par rapport au laboratoire académique de la Californie qui rivalise d'exploits extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui ? C'est de la recherche de pointe, c'est l'université de Californie à San Diego, c'est l'université de Californie à Berkeley, c'est des systèmes publics universitaires, l'université de Californie dans les différents endroits. Parlez bien devant le micro, comme ça, je ne sais pas si on entend bien. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ces différents groupes ont été capables, avec des avancées très récentes au cours des derniers mois, d'arriver à placer des nappes d'électrodes. Ce n'est pas une électrode, mais c'est des nappes d'électrodes qui sont placées à la surface du cerveau dans la région de formation, d'intention de prononcer des mots. Entre 250 et 1000 points d'enregistrement qui ensuite, grâce à des techniques algorithmiques, numériques, des techniques d'intelligence artificielle, permettent aujourd'hui, avec un entraînement de quelques jours seulement pour la personne qui est implantée, de passer de l'intention de prononcer un mot à la capacité de verbaliser par des interfaces cerveau-machine un vocabulaire d'environ 125 000 mots, avec un délai entre le mot pensé et le mot prononcé de 10 millisecondes, donc permettant une conversation, et une précision entre le mot pensé et le mot prononcé par la machine d'environ 85%. C'est-à-dire, il est rare que le mot qui est pensé ne soit pas prononcé. Donc, vraiment une interface cerveau-machine. Et à partir de là, s'ouvre de nouveau cet univers de questions éthiques. Et ça, ça s'adresse à quelle maladie ? Alors, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont eu des accidents vasculaires au niveau du tronc cérébral et qui provoquent une dysarthrie, une incapacité de prononcer les mots terribles, ou des gens atteints de la maladie de Charcot, avec une dégénérescence qui les prive de l'usage de la parole. Voilà, c'est les deux types de patients qui ont été, pour l'instant, implantés. Et le patient est partenaire de cette recherche, on pourrait y revenir aussi. Là où c'est intéressant, et les chercheurs en sont bien conscients, c'est que la région d'intentionnalité de prononcer un mot est aussi la région où se forme ce qu'on appelle le langage intérieur, c'est-à-dire le fait que vous parlez à vous-même, ou les mots viennent dans votre tête quand vous pensez à quelque chose. Les pensées, elles se forment avec des images et avec des mots. Langage intérieur et pensée, c'est la même chose ? Disons que vous pensez, et puis il y a eu un langage intérieur qui se forme. En tout cas, le langage intérieur est un reflet de votre pensée. Et à partir de là, les chercheurs se sont posé la question, mais comment on fait pour différencier les mots que la personne souhaite prononcer des mots qu'elle pense, mais qui sont sans... Peut-être qu'en même temps que vous êtes en train de m'écouter, vous pensez au dîner que vous allez préparer ce soir. Vous n'avez pas trop envie que l'audience soit au courant de ce que vous pensez au même moment. Donc voilà, donc on en arrive à cette question de la protection de la vie privée, et des techniques qui seront à mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, c'est des techniques très simples de
un peu comme d'interrupteur, c'est-à-dire si vous voulez prononcer des mots, pensez à un mot donné, par exemple vous pensez au mot oui ou au mot maison, et là la machine comprend que vous avez l'intention de prononcer les mots qui vont suivre. Et puis si vous voulez arrêter que la machine décode vos mots, vous prononcez un autre mot, je ne sais pas, paysage. Là, je vous prends les mots qui ont été utilisés dans les articles scientifiques. Et là, hop, la machine est censée s'arrêter. Mais enfin, quand ça sera demain, et demain, c'est dans 5 ans, ces dispositifs qui aujourd'hui sont invasifs, sont des implants, quand ça sera des dispositifs qui auront des performances équivalentes avec un dispositif de détection à la surface du crâne, donc par un système d'EEG ou par des systèmes qu'on mettra dans les oreilles, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui restera de notre capacité à protéger notre vie privée, notre vie intérieure, d'autant plus que tout cela procède évidemment de la convergence de l'intelligence artificielle, des données massives et de leur exploitation, et évidemment des connaissances acquises en neurosciences. Donc, comment la question nous est posée aujourd'hui, et c'est l'objet des discussions à l'OCDE, la Charte française des neurotechnologies, la Charte européenne des neurotechnologies, l'UNESCO, la question nous est posée aujourd'hui de comment on va tirer le meilleur de ces technologies et comment on va éviter de basculer dans un système où le dernier rempart de notre intimité, et qui intéresse toutes ces compagnies que j'ai citées tout à l'heure, en plus de tout ce qu'elles font par ailleurs, ce dernier rempart va tomber. Mais ce serait, si je comprends bien, ce serait possible d'avoir un système de verrouillage quand même pour qu'il n'y ait pas quelque chose de trop intrusif. Ça veut dire que le cerveau, notre cerveau, on devrait l'utiliser comme un coffre-fort avec des choses qui sont à l'intérieur, et à un moment il faut verrouiller pour que d'autres ne puissent pas utiliser, collecter des données. Oui, mais ce système si on en reste à ce système de verrouillage, il en sera demain pour ces technologies ce qu'il en est aujourd'hui pour la géolocalisation sur votre smartphone. Vous pouvez retirer la géolocalisation. Mais en même temps, si vous utilisez Waze ou un plan, etc., le GPS, vous le laissez. Puis à un moment, vous arrêtez de déverrouiller la géolocalisation. Vous donnez l'autorisation d'utiliser des cookies. À un moment donné, vous dites oui, non, selon le site. Puis à un moment donné, vous dites oui parce que vous êtes pressé d'accéder au site. Donc, ces systèmes de verrouillage, déverrouillage, ils sont formels. Mais est-ce que les gens, dans l'usage ensuite qu'ils peuvent faire, voilà. Donc pour mesurer la saccade oculaire, donc quand vous regardez devant vous, vous avez vos yeux qui font une saccade, parce que sinon vous ne pourriez pas avoir une image complète à cause de la sortie du nerf optique dans votre rétine. Vous auriez un trou au milieu. Bon, ces systèmes, quand on s'endort, la saccade ralentit. Donc ces systèmes détectent un ralentissement de la saccade oculaire qui fait que ça signale au conducteur qu'il est en train de s'endormir. C'est essentiel dans une voiture, dans un camion, dans une cabine de locomotive. Il y a une sirène qui sonne. Mais alors maintenant, imaginez que, il n'y a pas besoin d'imaginer, c'est ce qui se passe, l'ordinateur de bord enregistre s'il y a ces éléments d'endormissement et transmet les choses à votre assureur. Et votre assureur change le prix de l'assurance si vous avez une tendance à trop vous endormir. Et puis maintenant, on saute encore une étape. On peut considérer qu'il faut arrêter les conducteurs trop dangereux. Et donc, là, le système transmet directement au prochain poste de police le fait que vous êtes en train de vous endormir et qu'il faut peut-être intervenir. Vous voyez que le même dispositif, avec le même bénéfice potentiel, qui est de protéger la personne et éventuellement les autres conducteurs, utilisé dans 3 contextes différents, individuels, contexte commercial et un contexte de santé publique, va avoir des impacts totalement différents. Et c'est cette question-là, qui est une question sociétale, qui n'est plus seulement une question de recherche, qu'il faut aborder aujourd'hui. C'est assez vertigineux, c'est pas forcément un monde dans lequel on a envie de vivre tout de suite, en tout cas, sans qu'il y ait certaines réglementations mises en place. C'est le monde que nous a décrit il y a déjà bien des années Michel Foucault avec le biopouvoir, c'est-à-dire échanger beaucoup plus de vie et de qualité de vie contre beaucoup plus de surveillance.
Je voudrais, on reparlera aussi de tout ça, on a encore du temps. Je voudrais redonner la parole à Stanislas Lyonnet parce qu'on a évoqué tout à l'heure le DPI et j'aimerais qu'on fasse le point un petit peu sur quand est-il utilisé, pour qui, est-ce qu'il n'est pas ou trop utilisé, puisqu'il y a effectivement des questionnements autour de ça. On fait un petit point autour de ça avec vous, Stanislas Lyonnet ? Oui, je vais vous refaire le coup, mais je peux quand même relancer un petit peu. Bien sûr. Hervé, la génétique a ce même pouvoir de dire, on fait des tests qui sont de grande utilité pour des diagnostics, pour des traitements, et puis on peut glisser vers le prédictif. Et si les compagnies d'assurance s'en emparent, on va avoir des primes mesurées à la hauteur du risque qu'on a d'accident cardiovasculaire déterminé par une combinatoire de gènes, en oubliant que l'assurance est un monde privé. Après tout, pourquoi pas, mais il semble y avoir un moratoire là-dessus, mais c'est une façon de s'interroger de la même manière sur une autre biotechnologie dont le pouvoir dépasse très largement la question de l'utilité clinique en termes de maladie. Alors le diagnostic préimplantatoire, je vais commencer par quelques chiffres de l'Agence de la biomédecine qui les ont donnés il y a quelques temps. Il faut se rappeler qu'il y a actuellement en France, en 2023, 620 000 tests génétiques. Et je crois, je me tourne vers Michel, qu'il y a combien d'enfants? Une centaine d'enfants qui naissent de DPI en France par an? 300 nés de DPI. Donc qui est probablement notoirement insuffisant quand on voit déjà les attentes dues en partie à la technologie. C'est une technologie hautement individuelle, c'est de la haute couture de génétique, c'est de l'orfèvrerie, c'est une cellule, tout le monde le sait, où on va analyser un test génétique, et d'où les difficultés que vous évoquiez, madame, sur cet embryon très primitif au stade de 6 ou 8 cellules, de pouvoir faire des tests, de multiplier les tests, notamment sur les études chromosomiques, qui seraient justifiées, me semble-t-il, dans un esprit d'être utile, justement, d'être efficace, mais qui peuvent se heurter à la technologie. Donc le diagnostic préimplantatoire, aujourd'hui, vous savez que les différents avis, dont ceux du comité d'éthique, ont été de dire que les indications doivent se calquer sur l'esprit et la loi des indications du diagnostic prénatal, et qu'il n'y aurait pas des maladies pour lesquelles on peut faire du DPI alors qu'on ne peut pas faire de DPN, diagnostic prénatal. Donc le panier de ces maladies est déjà très vaste, on parle de maladies rares, mais collectivement nombreuses. Donc la question, c'est aussi le nombre de centres qui en France sont actifs dans le domaine. Il y en a 4, vous le savez, Montpellier, Strasbourg, Paris, Necker-Beckler et Nantes. C'est probablement insuffisant. On va peut-être vous entendre là-dessus, madame et Pascal, c'est sûrement insuffisant. Et donc voilà la scène produite, et encore une fois avec l'envie de pousser la limite du test en disant je vais faire ce qui est la commande médicale et du couple, mais est-ce que, non pas en passant, mais pour être utile tout en étant acceptable, quels sont les tests supplémentaires que je peux produire? En ai-je les moyens technologiques? En ai-je les moyens humains d'ingénieurs, de scientifiques qui vont accompagner cela? En ai-je aussi les moyens d'information? Parce que dans toute cette affaire de la génétique, je crois que dans l'acceptabilité, il y a la liberté du choix, il y a la sincérité de l'engagement, et puis il y a la vérité, et toute cette information passe par un dialogue médical ou médicalisé. On envisagerait assez volontiers, les généticiens étant très peu nombreux, on parle de quelques centaines de personnes en France. Alors, à la question, en ai-je les moyens, ce serait... Eh ben, on envisagerait volontier qu'il y ait, il me semble, des conseillers en génétique qui puissent être affectés à des centres de procréation médicalement assistée, sous la responsabilité et le nœud gordien de centres de génétique où ils puissent, en quelque sorte, avec lesquels ils puissent dialoguer, référer, avoir des réunions pluridisciplinaires, mais qui puissent sur place, sur un modèle qui peut exister dans l'oncogénétique, dans la génétique des anomalies du développement, etc., dans la neurogénétique, de dire on n'aura pas assez de généticiens, médecins, professionnels formés pour pouvoir mener correctement et de manière acceptable et utile ce genre de transgression, si je puis dire. Virginie Rio, vous voulez réagir peut-être, et peut-être après Joël Belaïchala. Alors, en termes de moyens, en termes de la demande des femmes et des couples? Oui, alors nous, on est plus
du côté du diagnostic préimplantatoire des embryons aneuploïdes, qui est encore quelque chose de différent par rapport au DPI qui est autorisé dans le cas de couples ou de femmes qui ont des maladies génétiques déjà identifiées qui ne doivent pas être transmises à l'enfant. Dans le parcours des personnes infertiles, l'utilisation du diagnostic préimplantatoire des embryons aneuploïdes, c'est une demande que l'on fait depuis 13 ans. Et là, aujourd'hui, on fête les 20 ans de l'Agence de la biomédecine et notre association milite depuis 13 ans. Et quand je dis 13 ans, ça me donne le vertige parce que je me dis on n'a pas beaucoup évolué finalement dans je l'ai dit tout à l'heure, mais dans la question de l'efficience de cette technique de pointe qui est la médecine de la reproduction. Et je trouve qu'on parlait de moyens, on doit... Il y a une transition de phase qui doit être faite dans la prise en charge, dans la manière d'aborder la question de l'infertilité, la question de sa prise en charge par l'assistance médicale à la procréation, pour devenir plus efficient. Et je voulais juste rappeler que la Cour des comptes, en 2019, avait rendu un rapport sur l'assistance médicale à la procréation dans la perspective de la dernière révision de loi de bioéthique. Le titre, c'était « Rendre l'AMP plus efficience ». Et à la fois, je pense, du point de vue des professionnels, qui sont quand même à la fois les gynécologues, mais aussi les biologistes, de ce que j'entends, des échanges qu'on a avec eux, sont insatisfaits finalement de ce qu'ils peuvent proposer aux patients. Nous, on n'est pas pour une prise en charge ultralibérale à l'américaine où on peut tout faire, tout chercher, tout voir. Mais il faut quand même avoir conscience de ce que vivent les gens aujourd'hui. C'est-à-dire que on fait des tentatives en sachant que ça va échouer. D'un point de vue médical, d'un point de vue éthique, en tous les cas pour nous, c'est plus acceptable. Et l'efficience, elle est aussi du point de vue des patients, parce qu'on sait l'impact psychosocial de l'infertilité et des parcours d'AMP sur la vie des gens et sur la société dans son ensemble. L'impact professionnel, l'impact amical, l'impact... Alors après, on a l'impact très individuel. Et vraiment, il faut qu'on progresse vers une AMP moderne. Et ça, c'est plus moderne. Parce que la FIV, c'était il y a plus de 40 ans. Donc là, il faut qu'on monte une marche, mais dans un cadre éthique. C'est-à-dire pas pour faire n'importe quoi, mais pour vraiment regarder là, ce qui est vraiment dysfonctionnel pour les patients, pour les professionnels. Alors justement, je vous donne la parole après, mais je rebondis sur ce terme de dysfonctionnel, parce que quand on a préparé cette table ronde avec vous, vous avez eu effectivement cette utilisation de mots qui est très forte. Vous m'avez dit l'AMP dysfonctionne. C'est quand même un terme très fort. Dysfonctionner, ça veut dire à la fois ça ne fonctionne pas assez, puis ça fonctionne mal, ça ne fonctionne pas dans les rails où ça devrait aller. Vous parlez, vous maintenez que c'est dysfonctionnel. Oui, et il y a des gens pour qui la première insémination fonctionne ou la première FIV fonctionne. Donc là, je n'ai pas les derniers chiffres, mais les chiffres 2022, c'était 10% de grossesse dans le cadre d'insémination et 19% de grossesse en FIV et 18% en FIV-ICSI, je crois que c'est l'inverse, je ne sais plus. Donc 18 ou on va dire 20 en FIV, avec tout ce que ça implique techniquement, financièrement, émotionnellement, ça fait un gros taux d'échec. Et est-ce que éthiquement, la société française accepte encore de maintenir les personnes qui souhaitent avoir des enfants dans cet échec? Est-ce qu'on a des taux aussi élevés dans d'autres champs thérapeutiques? Mais ça questionne. Oui, mais c'est une très bonne question. Ça questionne vraiment la médecine. Vous êtes en train de. Alors peut-être j'utilise un terme un petit peu excessif aussi, mais vous êtes en train de parler d'illusion presque. Alors moi, je ne dirais pas que ça questionne la médecine, parce que je pense que ça questionne plutôt le social et le politique. C'est-à-dire, parce que là, Parce que les moyens, on les aurait, la loi existe, les moyens, est-ce qu'on les a Les moyens, je ne sais pas. Moi, je vis avec un scientifique qui n'a de cesse de passer son temps à chercher de l'argent, au lieu de chercher à comprendre comment fonctionnent les électrons. Et donc, je pense qu'il faut un vrai mouvement intellectuel qui dit « regardez où nous en sommes ». Je pensais qu'on allait pouvoir faire ça dans le cadre de la précédente révision de la loi de bioéthique. Regardons ensemble
où nous en sommes et tournons-nous vers ce que le social peut accepter. Et là, les chercheurs, la grande majorité du social étaient pour ces évolutions. Mais c'est le politique qui a bloqué, le député qui a dit non. Moi, ça, non. Et donc aujourd'hui, oui, je maintiens, on maltraite les femmes qui sont infertiles et en parcours d'AMP parce qu'on les fait vivre des tentatives, on les fait vivre des échecs à répétition, alors que les chercheurs, les médecins ont les moyens, pas de faire n'importe quoi, pas d'aller sélectionner la couleur des yeux et de choisir un grand ou un petit, mais juste au moins de transférer des embryons qui ont un potentiel implantatoire. Je le redis, aujourd'hui, dans tous les centres d'AMP de France, aujourd'hui, on transfère des embryons qui n'ont aucun potentiel implantatoire. Si ça ne choque pas les gens, je ne vois pas ce qu'on peut dire. Joëlle Belaïchala, vous pratiquez une médecine qui dysfonctionne? Alors, oui et non. Je soutiens, et les professionnels en général soutiennent non complètement ce que vient de dire Virginie, avec un tout petit bémol. On ne peut pas génétiquement transformer les ovocytes d'une dame de plus de 38 ans en ceux d'une dame de 25 ans avec un nombre de chromosomes normaux identiques. Il ne faut quand même pas rêver, et j'ai un peu peur. Je soutiens complètement, Virginie, vous le savez bien depuis très longtemps, qu'il faut qu'il y ait une autorisation beaucoup plus élargie de ces diagnostics. D'ailleurs, où Daniel a parlé de l'avis du CCNE, le comité d'éthique, on va commencer les états généraux, la préparation des états généraux de la bioéthique dès janvier 2026, donc dès cette année, et ça va être un des sujets, bien entendu, sur lequel on va à nouveau réfléchir. Mais attendez, on le sait tous, pas dans les études françaises, dans les études étrangères, que si vous examinez les ovocytes d'une dame de plus de 38 ans, alors selon les études, 60, 65, jusqu'à 80 dans certaines études, des ovocytes sont anormaux sur le plan chromosomique. C'est un peu variable suivant les études étrangères. Vous me contredirez ou pas, Stanislas, mais bon, moi je leur dis aux patients de 60 à 80, parce que 65-80 plutôt. Vous ne pourrez jamais, enfin jamais, je ne sais pas s'il faut dire jamais, transformer ces ovocytes anormaux en nombre de chromosomes en ovocytes normaux sur le plan chromosomique. Donc ne pas faire croire, bien sûr, aux femmes que ça va tout changer. Attention, l'âge des femmes, ça reste le facteur primordial. Si vous utilisez des hommes. Et des hommes, bien entendu. Non, mais et des hommes, vous avez raison. Mais il ne faut pas faire croire n'importe quoi. Et j'ai peur qu'actuellement, on pense, oui, on va transférer que des ovocytes normaux. Ben, c'est ce que je voudrais, bien entendu, au lieu de dire, bon, on vous met 2 blastocytes, madame, vous avez 40 ans, 41 ans, donc on va en mettre 2 en espérant qu'il y en a un des 2 qui est normal. C'est pas de la médecine, sauf que c'est ce que je fais au quotidien, parce que c'est ce qu'on fait tous, parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est tout ce qu'on peut faire. Statistiquement, on espère qu'un des 2 sera normal. Bon, c'est folklorique, je l'avoue. Mais, attention, avec un diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, beaucoup de femmes n'auront pas de transfert. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Il y en aura sur lequel nous ne pourrons rien. Et d'ailleurs, l'amélioration des taux de grossesse par ponction, bon, ça se discute même pas, mais même par transfert, de temps en temps, attention, il y a des femmes qui n'auront de toute façon pas de transfert. Il faut quand même bien le dire, hein. Et j'ai peur vraiment qu'on recommence la croyance imméritée. Alors, mais là, je laisse les généticiens parler. Et puis, j'aimerais bien le faire. Alors je crois qu'il y a des centres qui ont fermé cette année, mais on était 104 centres en 2024 d'assistance médicale à la procréation. Avez-vous les moyens, sachant que les femmes de plus de 38 ans, c'est plus de 40%, et je minimise peut-être, de notre clientèle, de proposer à toutes ces femmes qu'il y ait un conseiller en génétique, un technicien qui fasse la culture, l'analyse, le rendu. Je pense que vous ne l'avez pas, mais je vous pose la question. Et là, je rejoins Virginie, c'est une question d'argent. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique. Et j'ai l'impression qu'on fait croire aux patientes que ça va redevenir une baguette magique. Mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Virginie Rio. Alors juste, on est d'accord, hein, Joëlle. Nous, là, je suis à la fois dans la casquette militante, mais j'ai aussi la question éthique est très importante pour l'association. Et nous, on est persuadés que si on pratique autrement, si la société aborde ces questions de fertilité, d'infertilité et d'AMP autrement, on va changer aussi cette approche des croyances. Parce que mais comment, par exemple? Eh ben, parce qu'aujourd'hui, là, on parle de oui, en communiquant et puis en organisant le champ de l'activité d'une autre manière. Parce que quand on a
des perspectives, des objectifs différents avec des outils différents, évidemment que la pratique se modifie et que les interactions entre les patients et les praticiens se modifient. Quand on parle de croyance, je voudrais quand même signaler que du fait de ces échecs à répétition, de ce manque d'explication au niveau du diagnostic et donc des thérapeutiques qui sont parfois floues parce qu'on essaye, les patients se tournent en nombre vers le charlatanisme, vers aller se frotter au menhir, vers le yoga de la fertilité ou vers des coachs en fertilité qui sont payés plus cher que les médecins et qui vous font des programmes pour refaire monter votre fertilité. Et ça, je suis désolée, c'est scandaleux aussi. Donc, attention. Qu'est-ce qu'il en est du plan fertilité qui avait été annoncé par le président de la République ? Nous attendons notre 9e ministre de la Santé. Cet été, il y avait un rendez-vous qui était prévu le 19 juillet avec la ministre de la Santé, Madame Vautrin, ses équipes, Monsieur Amama, et nous étions invités aussi pour engager la première réunion du comité de suivi du plan fertilité. C'est pour ça que je vous dis que le politique est très important. Parce que là, on est tous convaincus, on est tous portés par l'éthique, par le soin aux patients, par leur accompagnement. Et finalement, on est bloqué par quoi ? Par le politique. Alors, saisissons-nous de cette question politique, parce que de toute façon, c'était une question que je voulais vous poser aussi, qui est celle de l'appropriation politique. Parce qu'en discutant avec vous, et par mon expérience personnelle aussi, ce dont on se rend compte, c'est que évidemment, les politiques, mais ce n'est pas leur métier, n'ont pas votre connaissance. Ils n'ont pas votre connaissance en termes de science. Et qu'ils ne sont pas acculturés. Et qu'ils se retrouvent face à des épisodes de vote de loi où, n'ayant pas cette connaissance, on va parfois avoir des résultats auxquels, normalement, scientifiquement, on ne devrait pas s'attendre. Ça, c'est, ils n'ont pas assez de culture scientifique. Je ne sais pas comment ça peut leur être donné. On peut en parler. Premier point. Et deuxième point, il y a aussi parfois un double jeu qui est on discute d'une certaine façon, par exemple, avec une association, et on va être d'accord sur les orientations de cette association, parce qu'on a des convictions personnelles, mais au moment du vote, parce qu'on appartient à un groupe politique qui n'a pas forcément les mêmes orientations, où on devient ministre et puis on se dit que dans l'esprit du grand public, il vaut mieux aller de ce côté-là et pas du vôtre, on n'arrive pas au même résultat. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec ces difficultés, justement, que le politique, puisque vous l'évoquez à plusieurs reprises, et cette connaissance scientifique, et puis mettre en pratique les discours qu'il vous tient? Ça, c'est encore peut-être très utopique. Mais... Alors, il y a un autre point qui est très important pour nous, c'est la démocratie sanitaire, qui est un principe qui a plus de 20 ans, presque 25 ans maintenant, 2002. Et la démocratie sanitaire, ça devrait être une pratique qui se fait de façon simple. Sauf que là, c'était dans la loi sur les droits des patients. Oui, c'est ça. Ouais. Et de pouvoir engager tous les acteurs à un même sujet autour d'une table pour réfléchir. Donc nous, on a créé l'association en 2013 et on a rencontré l'Agence de la biomédecine en 2014. Et tout de suite, on est rentré dans ce mouvement de une institution qui écoute une association, on travaille ensemble et on est complémentaires. Et là, finalement, d'un point de vue... Alors, vous entendez aussi peut-être beaucoup les débats sur tout le fonctionnement associatif de façon globale, avec tous les financements qui sont retirés des associations. Nous, on essaye, avec nos petits moyens, d'avoir des rendez-vous avec des institutionnels ou avec des représentants du ministère de la Santé. Mais je trouve que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose dans ce principe de la démocratie sanitaire qui n'est pas encore acquis, et donc on est encore en train d'essayer de trouver les solutions. La solution, c'est aussi de donner la parole, comme c'est le fait aujourd'hui, aux associations et aux messages qu'elles veulent faire passer. Et nous, on essaye d'avoir des rendez-vous pour parler entre quatre yeux avec des gens qui ont le pouvoir politique. Voilà, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit juste avant, c'est compliqué. Et il faut que l'on puisse avoir...
le soutien aussi du grand public. Et ça, c'est un autre point. On a, en tant qu'association, sur un sujet important, finalement, assez peu de gens qui s'engagent. Mais ça, c'est aussi une difficulté, je pense, globale qu'ont toutes les associations. On va de plus en plus vers une société très individualiste, où la solidarité, l'engagement collectif perd de son intérêt pour des gens. Donc, on est des fois même obligé, je sais qu'il y a des bénévoles de l'association ici, d'expliquer aux gens que c'est du bénévolat, qu'on est engagé sur des sujets, mais qu'on a besoin de soutien. Et qu'un soutien moral, c'est déjà énorme pour les bénévoles. Stanislas Lyonnais, même question autour de l'acculturation des politiques. Je crois que vous avez été reçu au Sénat il n'y a pas longtemps. Oui, en matière de génétique et d'extension du domaine des tests génétiques, la question se pose exactement en ces termes pour l'extension des autorisations légales et réglementaires aux tests aux hétérozygotes. Tout simplement déjà dans les familles où il y a un cas, donc ce n'est pas dans les familles, ce n'est pas n'importe quelle famille. Et au fond, on le fait. Il ne faut pas se payer de mots. Mais a-t-on vraiment le droit de le faire de cette manière? Je crois que transgresser un petit peu? Oui. Et puis l'idée d'aller un peu plus loin, alors cette fois-ci dans quelque chose qui est parfois considéré comme transgressif, qui est de dire, mais est-ce qu'un couple, une information préconceptionnelle ne pourrait pas donner un couple jeune qui n'a pas d'antécédents, donc en population générale? Et on voit que les lois de bioéthique, les révisions 2021 se sont heurtées aux politiques alors, avec l'étendard eugénisme, parce que peut-être, on n'avait pas assez fait ce travail d'explication. Il y a quelques instances de liens, je pense à l'OPEX, et vous faisiez référence à ces auditions de l'ABM, de l'Agence de biomédecine, avec sénateurs et députés, et on trouve des gens relativement acculturés, parfois professionnels ou pas, mais qui sont à l'écoute. Et je crois que ce genre d'institution est très importante pour ce lien entre un monde scientifique, médical, de recherche, et le monde de la politique. L'Agence de la biomédecine, avec l'Institut Imagine, va organiser en mars prochain 2026 une journée entière à l'Institut Imagine, merci Madame Chantet, autour de cette discussion sur l'extension des tests en population, sur l'information préconceptionnelle. Et je dis information préconceptionnelle parce que je suis assez convaincu que les mots comptent. Et quand on parle de dépistage génétique préconceptionnel, là, c'est un cocktail qui, chez beaucoup de politiques, mais aussi chez beaucoup de nos concitoyens, attendez, dépistage génétique préconceptionnel, ça, c'est l'eugénisme. Donc, on va sélectionner... Dans les mots, ils n'ont pas tout à fait tort. Et donc, il faut être extrêmement prudent sur les mots. Pour ça, une proposition serait information préconceptionnelle, et prudent sur le contenu de ce qu'on va faire. La garantie de la liberté de choix, la garantie d'équité d'information, la sincérité et la qualité des tests, la garantie sur les données. Alors là, permettez-moi une petite incise sur les données que l'on protège formidablement bien, mais qu'on devrait tout autant exiger d'utiliser. On n'utilise pas les données, pas assez. Beaucoup d'institutions, d'établissements, de politiques publiques se pensent assis sur un trésor ou sur un puits de pétrole. Pourquoi l'emporte la précaution, le réglementaire, parce que c'est très facile d'interdire, c'est très facile. C'est très difficile d'autoriser. Et je pense qu'on n'a pas assez d'autorisation d'utilisation des données. Je pense aussi au collecteur analyseur des données, qui est le réceptacle de toutes les données du plan France Médecine Génomique, qui, à mon sens, n'est pas assez ouvert à des choses très simples. La réutilisation des données qui ont été prescrites pour des tests diagnostiques. Soit qu'ils soient en échec, on n'a pas trouvé, soit qu'on veut faire un peu mieux alors qu'on a trouvé. Ce simple acte totalement médical, et ça bloque la recherche. Ça bloque la recherche. Ah ben c'est même pas de la recherche, c'est un blocage diagnostique. Et donc je pense qu'il y a un manque de souplesse, il y a une raideur excessive, et au contraire, on devrait encourager à l'utilisation des données par une simplification, notamment des protocoles, etc. Et voilà un exemple caricatural. Donc oui, le politique est peut-être mal informé, à nous de le faire mieux. Et cette journée dont je parlerai, c'est une journée où il sera, pas une journée d'enseignement post-universitaire, mais une journée de discussion où nous convierons, où l'agence et l'Institut convieront des politiques, et notamment tous les députés et sénateurs de l'OPEX.
Joël. Oui, moi je rebondis sur certains des mots que vous avez employés, sur la simplification et les mots. Je ne défends pas du tout les politiques, loin de là, mais il y a de très très multiples auditions auxquelles on va tous, on se rend disponible. Mais un peu trop souvent, je remarque que les médecins font des topos comme pour leurs collègues, ou comme pour les journées de l'agent de biomédecine ou pour un journaliste santé. C'est pas ça du tout. Il faut accepter d'être jugé comme très prosaïque, comme très terre à terre par les collègues qui sont derrière. Mais si on n'explique pas les choses clairement, ça sert à rien les auditions. Je me souviens d'une audition, c'était à l'Assemblée nationale, où un député, à la fin, est venu me voir après 2 heures d'audition et m'a dit « Vous voulez bien me réexpliquer la différence entre insémination et ICSI ?» Et je me suis dit, ça veut dire que les gens qui ont parlé, ils ont fait un topo médical. On ne parle pas, ni aux députés, ni au Sénat, en se disant « Ah, mais le type derrière moi, il va dire que mon topo est nul. » Mais le type derrière vous, c'est un collègue. C'est pas pour lui qu'on parle. C'est pour des gens qui ne sont ni vous, ni moi, ni des journalistes de la santé. Et si on n'explique pas les choses, on aboutit à ce « C'est quoi la différence ?» après 2 heures où des ténors prestigieux de l'AMP étaient passés. Je me suis dit « Bon, et il y a quelque chose qui ne colle pas. » Bon, c'était un du 92, c'est pour ça qu'il est venu me voir moi à la fin en me disant gentiment et que j'avais dû être un petit peu plus terre à terre. Mais je veux dire, c'est vraiment important et d'employer les mots et de faire attention aux mots qui vont choquer. C'est quand même trop dommage qu'on en soit dans la situation actuelle parce que le mot eugénisme est galvaudé. C'est un mot qui ne devrait plus exister, je pense. De toute façon, tellement il a une connotation nazie, c'est pas possible. Dès qu'on dit quelque chose avec le mot eugénisme, l'histoire est terminée. Donc, il y a des tas de choses. Comme dans la GPA, il y a des mots qu'il ne faudrait plus utiliser, parce qu'on sait que de toute façon, c'est une catastrophe. Donc, je crois à l'information. Vous avez dit des mots, je ne sais plus quelle expression, mais avec la simplification. Si on explique les choses très clairement, après, ils pourront peut-être juger. Mais si on fait un topo scientifique, ils pensent à autre chose et regardent leur téléphone. Quelqu'un souhaite dire autre chose sur le rapport politique ou oui, si je peux me permettre d'intervenir aussi, on est face aux questions fondamentales de la société. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés, surtout en France, hyper fragmentées. Ce que Stanislas a dit sur la question de l'utilisation des données, c'est la frilosité. Alors, pour certains, ils se croient effectivement sur un puits de pétrole. Ça, c'est certains CHU qui enferment leurs données comme l'or en barre. Mais d'une façon générale, tout est hyper technique, hyper fragmenté. Et chacun reste dans son silo. Et l'autre grand problème, c'est qu'on est dans une société de la défiance. On ne fait plus confiance à personne, et surtout pas aux professionnels. Et donc, le grand enjeu de faire société, c'est d'arriver à défragmenter, à faire que les gens se parlent entre eux. Pascal vient de l'illustrer entre le politique et le scientifique, mais que les gens aussi fassent confiance. C'est-à-dire, il y a des professionnels de santé, il y a des professionnels de la génétique, ils ne font pas n'importe quoi, ils font les choses non pas pour éliminer des enfants, mais au contraire pour faire naître des enfants. Ils consacrent leur vie à essayer de faire que les enfants... Et puis, défragmenter, ça veut dire que ces questions sur la viabilité des embryons, ce n'est pas juste une question de faire le DPIA ou de ne pas faire le DPIA. Cette question sur la viabilité des embryons, c'est d'essayer de comprendre, que ce soit naturel ou que ce soit procréation médicalement assistée, pourquoi certains embryons se développent ou pas. On ne sait encore aujourd'hui rien des conditions de viabilité, de développementabilité, si j'utilise un néologisme, d'implantabilité. Et là, il y a des nouveaux modèles offerts par la recherche, c'est les modèles embryonnaires. Alors oui, on peut dire un mot justement, je voulais qu'on l'aborde, les embryoïdes. Je ne sais pas si c'est vous qui en parlez ou Stanislas. Je peux parler des modèles embryonnaires puisque le comité d'éthique de l'INSERM avait produit un avis. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas des embryons. Alors à partir des cellules souches, on est capable depuis maintenant 3-4 ans de produire une structure donc en 3 dimensions qui est capable de mimer certaines étapes très précoces du développement embryonnaire. Alors, j'étais très prudent, hein, c'est une structure en 3 dimensions qui est un organoïde au sens où elle a une partie de la diversité cellulaire
qui correspond à l'organe, en l'occurrence là une partie de la diversité cellulaire qui correspond à l'embryon. Dans certains cas, mais pas toujours, une partie de l'architecture qui correspond à l'embryon, parce qu'il y a maintenant plus d'une vingtaine de modèles embryonnaires. On peut ne faire que du système nerveux si on veut, on peut ne faire que certains organes si l'on veut, ou on peut faire un modèle qui ressemble plus à l'embryon en train de se développer. Et puis, on peut surtout le garder in vitro pour essayer de tester. Vous savez que normalement, un embryon, il s'implante au 7e jour, ou environ au 7e jour. Et donc là, on va pouvoir le garder in vitro pour tester sur des matrices, des placentas artificielles ou des matrices artificielles, comment il pourrait s'implanter dans l'utérus, parce qu'on est capable de faire des organoïdes d'utérus aussi, donc qui mimerait la matrice utérine. Combien de temps on peut le garder? Alors, il y a eu un avis, là je me tourne vers Michel, et vers le service de l'agence qui a publié sous la houlette de François Guérin l'an dernier l'avis. Donc l'avis, en mobilisant des professionnels, a recommandé d'aller jusqu'à 28 jours in vitro, c'est-à-dire jusqu'au début potentiel de l'organogénèse in vitro. Bon, ça permet déjà d'étudier des facteurs comme l'implantation dans la matrice, la viabilité. Voilà. Donc, quand je vous dis il faut défragmenter, il faut avoir une vision holistique. L'infertilité, c'est aussi la question de l'obésité. C'est aussi la question des maladies sexuellement transmissibles qui vont donner des problèmes ensuite. L'infertilité, c'est la question de l'âge sur laquelle on ne reviendra jamais assez. L'infertilité, mais c'est aussi la question de donner des moyens à la recherche pour étudier avec ces modèles embryonnaires, par exemple, quelles sont les conditions de la viabilité de l'embryon pour essayer ensuite de comprendre, est-ce que ça sera le DPIA ? Est-ce que ça sera certains récepteurs sur les cellules? Est-ce que ça sera des facteurs métaboliques? Nous n'en savons rien. Et le seul moyen de sortir de cette ignorance, c'est de faire de la recherche et de promouvoir la recherche pour avancer, et donc de faire confiance aux médecins, faire confiance aux chercheurs, faire confiance aussi aux politiques, mais les politiques, ils ont la trouille. Alors dès qu'on leur parle de choses un petit peu complexes, ils disent « Ah, les gens ne sont pas capables de comprendre la complexité ». Eh bien si, il va falloir se remettre à comprendre la complexité, parce que ce monde est complexe, et si on ne s'affronte pas à la réalité de la complexité du monde, on n'arrivera à rien. Michel Timaratos, avec votre casquette de directeur scientifique de l'agence, pourquoi on est obligé d'encadrer justement? Là, on disait on ne va pas au-delà de 28 jours. Pourquoi pas au-delà de 28 jours? Parce qu'on basculerait sur autre chose. Et pourquoi ces nécessités d'encadrer justement et de surveiller? Oui, alors bon, ce serait peut-être un peu long d'aller dans la technique pour ces histoires de 28 jours, mais quand on écoute attentivement cette table ronde qui est passionnante, on voit qu'il y a 3 niveaux différents. Il y a les outils, hein, le DPI, la génétique, l'AMP, les implants, les organoïdes, les embryoïdes. Et il y a, donc ça, c'est la recherche, et moi je souscris évidemment à 100% à ce que disait Hervé il y a quelques instants. Il y a les artisans, hein, c'est-à-dire le savoir-faire, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser les outils, et il y a les usages. Et les usages, c'est là où on va faire le transfert vers un monde qui est plus large que celui des sachants, et qui est le monde, le vrai monde, hein, les vrais gens. Et ces vrais gens ont choisi, plus sur leur charisme, ceux qui vont les représenter, les élus, dont on a beaucoup parlé. Mais les élus sont choisis non pas sur leurs compétences scientifiques ou leur capacité à comprendre, mais plus sur la façon dont ils ont convaincu leurs semblables qu'ils pouvaient les représenter. Et notre travail, je dis notre association scientifique, responsable d'agences, etc., c'est de produire de la connaissance qui soit suffisamment simple à assimiler pour que l'éclairage de la décision publique soit basé sur une information qui soit à haute valeur ajoutée. Parce que, vous le savez, depuis la pandémie, n'importe qui peut produire de l'information. Producteur de contenu. Yoga, fertilité,
que sais-je encore. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comment faire pour trouver les 150 articles scientifiques d'une importance considérable sur les 150 000 qui sont produits chaque année? Et ça, c'est notre travail. Et des journées comme celle-ci y contribuent, c'est-à-dire produire de la connaissance, donner du débat pour faire en sorte que l'on puisse décider ce qu'on fait. Parce que la multiplication des outils et l'amélioration de la recherche portent en elle le risque de frustration si on n'est pas capable d'utiliser les bons outils pour l'attente sociétale. Que ce soit à cause de la frilosité d'avoir accès aux outils dont on a pu analyser quelques interprétations là aujourd'hui, mais parfois aussi pour d'autres questions, des questions économiques. On parlait tout à l'heure de xénotransplantation. Produire un rein qui est susceptible d'être greffé à un humain coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors justement, sur la xénotransplantation, vous dites tous, et c'est évidemment très important, d'avoir les bons mots pour définir les bonnes choses. Dans cette histoire de xénotransplantation, on entend parfois le terme hybride. Est-ce qu'on serait en train de fabriquer, en greffant un organe génétiquement modifié provenant d'un animal, est-ce qu'on serait en train de créer un être hybride, ce qui ne serait jamais vu dans l'humanité, avec comme problématique celui de l'homme, qui donc se retrouve avec un organe provenant d'un animal, et puis celui d'animal dont on disait tout à l'heure qu'il faudrait en modifier génétiquement je ne sais combien. On peut utiliser ce mot-là ? Ouais. Ça dépend dans quel esprit on l'utilise. Si on utilise le mot hybride pour faire peur et pour alerter, eh bien, ça sera sûrement efficace. Si on utilise le mot hybride pour dire qu'à partir du moment où on fait une transplantation, qu'elle vienne d'un animal ou d'un être humain, si on transplante un rein provenant d'un homme chez une femme ou une moelle provenant d'une femme chez un homme, on sera capable de voir que la personne qui vit avec le résultat de cette transplantation vit avec deux patrimoines génétiques différents. Si on explique que c'est ça, être hybride, ça peut aussi générer une forme de fierté. On a réussi, grâce à l'hybridation, j'ai une vie normale. Donc l'intention n'est pas absente dans cette démarche de caractériser l'usage dont je parlais tout à l'heure. Et cette intention doit pouvoir aller jusqu'aux décideurs. Alors, je ne sais plus, c'est Virginie qui a dit tout à l'heure qu'on en est à notre 9e ministre de la Santé. Bon, peut-être, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a quand même une continuité dans la réflexion. Certes, la démocratie sanitaire n'est pas aussi développé et avancé, mais quand même, tout le monde fait des efforts pour y arriver. Certes, l'impact des nouvelles lois de bioéthique a peut-être été un peu sous-estimé en termes d'activité, mais tout le monde essaye. Et il faut aussi retenir ça, c'est-à-dire c'est que voilà, l'embarras du choix dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi de se dire, bon, ok, comment on va arbitrer sur tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on peut faire. À quel moment on va décider que la disponibilité d'une analyse génétique, d'un implant ou de l'accès à un organe d'origine d'une autre espèce doit être proposée. Et là, on en est pour la xéno, qui est le thème dont on parlait tout à l'heure, dans la partie de l'outil. On développe l'outil avec une habileté et une force totalement incroyables. Et si on prend l'image du train, bien sûr, nous, on a l'impression d'être un peu sur le quai et que le train est passé. Et bon, on a quelques millions de dollars de retard, mais quand même, dans la locomotive, il y a des équipes françaises. Il y a des équipes françaises qui rendent possible ces progrès-là parce qu'elles sont impliquées dans l'analyse de l'interaction entre le greffon et le receveur, c'est-à-dire dans l'analyse de l'impact de cette hybridation.
Et donc, on est vraiment au stade de l'outil. Hein. Les artisans sont encore très rares, mais c'est là qu'on a notre pierre à ajouter. Et si on veut monter plus dans le train, il faut tout développer, toute la filière industrielle qu'il y a derrière. Et ça, c'est le rôle des politiques, de dire, c'est le moment, on veut être dans cette partie-là. Hervé parlait tout à l'heure de souveraineté. Oui, c'est un élément incontestablement fort. Tous les aspects thérapeutiques de la santé passent par de la filière industrielle. Il n'y a pas de médicaments qui sont fabriqués par des artisans. Tout passe par de la filière industrielle qui a un impact sur l'économie et sur l'ensemble de la société. Joël, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste poser une question à Michel. On parle beaucoup des politiques aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des politiques dans la salle? Est-ce que vous savez, dans les inscrits, avons-nous des députés et des sénateurs? On ne voit pas la salle, nous on est aveuglés, mais sinon s'il y en avait, ce serait bien qu'ils lèvent la main. Je ne crois pas, mais je me retourne vers... Ah non, voilà. Non. David et Marine Janté nous disent non, qu'il n'y a pas de... C'est dommage. Ils ont été invités. Et de ce que vous dites, hein, moi j'ai confiance en vous dans la transmission justement des connaissances et de l'information avec les bons mots et les bonnes informations. Comme je vois le temps passer et que je voudrais qu'on reste un petit peu quand même, qu'on garde quelques minutes pour des questions dans la salle, avant ça, je voudrais vous poser à tous la même question et je voudrais vous demander d'y répondre brièvement. L'intitulé de la table ronde, c'est donc Science, conscience et soins, quel choix pour demain? J'aimerais que chacun dans votre domaine, vous me disiez, moi, le choix prioritaire pour demain, c'est ça. Voilà. Et bien, arbitrairement, je vais donner la parole à Hervé Schneves. Alors, moi, mon choix dans les neurotechnologies, c'est ça. Pour demain. Moi, le choix pour demain, c'est tout sur la prévention. Arrêtons de réparer les dégâts trop tard. Très bien, c'était concis. Stanislas Lyonnais? Je vous l'ai dit, c'est l'extension du domaine des tests génétiques avec une utilisation des données qui en résultent, une utilisation médicale et de recherche, notamment vis-à-vis des traitements. Ce n'est pas un mot, pardon, mais c'est une phrase. Non, mais j'ai dit bref, je n'ai pas dit un mot. Joël Belaïch. La prévention, d'accord, mais aussi un accès réel à toutes les techniques d'AMP dans toute la France. Parlons au moins pour nous, facile pour toutes les femmes. Et pour des femmes qui doivent faire attention à leur âge, non? La prévention, avant tout, c'est faire passer le message que l'âge de la femme et de l'homme. Mais moi, ça fait des années qu'on essaye. Virginie Herriot? Alors moi, c'est vraiment l'aspect démocratie sanitaire. Et donc, dans démocratie sanitaire, il y a la démocratie. Donc, on revient un peu ce qu'on puisse discuter tous ensemble, et la question éthique. Je pense que l'éclairage éthique est intéressant parce que ça nous décentre un peu de la passion. Et donc, je trouve que ces deux aspects-là, on doit toujours les avoir en tête, et notamment sur la bioéthique. Nous, on a toujours réfléchi au sein de l'association. Tout ce qui se fait, passons-le au filtre des 4 principes éthiques français: non-malfaisance, bienfaisance, autonomie et justice. Et ça, c'est des principes qui sont même reconnus au niveau international. Et je pense que pour faire société, pour faire social, il faut peut-être repasser par ça. Michel? Eh bien, Daniel, moi, je me concentrerai sur l'usage dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il faut qu'il y ait des décisions pour soutenir la recherche, pour s'engager dans la recherche, mais il faut aussi qu'il y ait des décisions pour soutenir les artisans, les acteurs de première ligne qui sont parfois dans des situations difficiles, et c'est eux qui seront au contact des patients. Et donc, pour faciliter cette étape de l'usage, je crois qu'il faut qu'on soit tous des producteurs de connaissances à haute valeur ajoutée. Il faut beaucoup communiquer avec des mots simples et avec des mots qui soient en même temps éclairants, inspirant pour donner envie, ne pas faire peur, c'est beaucoup plus facile de faire peur. Et la peur conduit à la colère qui fait le lit de la défiance dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Rassurer par la connaissance, il me semble que c'est toujours plus utile, et c'est à ça que je consacre l'essentiel de mon temps avec tous ceux qui travaillent à l'Agence de la biomédecine et du ministère qui sont là, parce qu'il n'y a pas de politique, mais quand même il y a les gens du ministère qui sont là et qui nous écoutent.
Merci. Alors, on a une dizaine de minutes pour entendre les questions de la salle. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Oui, là, madame. Bonjour, Sylvie Audin, je suis généticienne au CHU de Rennes et je fais partie du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine. Merci beaucoup pour cette table ronde passionnante. Vous avez beaucoup parlé des politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que les politiques, finalement, sont au départ dans le grand public et les initiatives qui visent à acculturer la population générale, pensez-vous pas que c'est aussi une priorité? Nous, on a essayé d'avancer dans notre réseau de génétique du Grand Ouest là, sur l'acculturation des profs de SVT, déjà, puisque c'est eux qui vont former nos plus jeunes. Nos députés, nos sénateurs ont été d'abord des enfants et des adolescents. Donc, si très vite, ils ont appris à être acculturés, à être critiques, peut-être que le jour où ils sont députés ou sénateurs, ça leur restera quelque part. Donc, c'est ma première question. Et puis, je pense que il faut avoir une idée plus précise de la représentation effectivement des Français sur ces techniques de génétique, c'est ce que je connais le mieux, mais aussi d'AMP, etc. Et donc on est en train de travailler avec Ipsos là pour lancer justement une enquête. L'ABM est intégrée dans le groupe de travail, hein, Michel le sait bien, pour justement, à partir de ces représentations, vraiment essayer de progresser. Voilà, merci. On est toujours dans effectivement cette nécessité d'information et d'informer dès le début et que ça continue ensuite tout au long de la vie et de la place des sciences aussi, bien évidemment. C'est bientôt la fête de la science, là, ce week-end. Stanislas Lyonnais, oui. Non, mais je vous ai coupé la parole, pardon. Mais toutes ces initiatives, Sylvie, sont absolument essentielles. Elles n'ont été jamais aussi importantes. Le mouvement anti-scientifique, l'obscurantisme est revenu avec une vitesse absolument dévastatrice. Donc c'est plus que jamais, ces initiatives sont importantes. Pour que ça soit efficace, il faut peut-être aussi les prendre à des niveaux où on n'attende pas forcément 20 ans ou 25 ans ou 30 pour que ces jeunes en terminale ou en première éveillés à la science mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Et pourtant, c'est déjà pas mal, hein, quand on voit les cours, c'est assez bien, se trouve dans la vie active, sociale, voire politique. Donc il faut aussi d'autres initiatives. Vous en avez évoqué une, madame. Oui, la fête de la science. Et nous, au niveau de l'association, on organise au mois de novembre un mois entier de sensibilisation sur les questions d'infertilité, d'assistance médicale à la procréation. Jusqu'à présent, on faisait une semaine. Et là, on s'est dit, allez, un mois pour essayer de toucher le plus de médias possible, pour essayer de toucher le grand public. Alors certes, sur un angle infertilité AMP, mais dans lequel on parle de la génétique, on parle des questions sociétales, on donne de l'information sur l'impact de l'âge dans la... Voilà. Et c'est un sujet qui est quand même, qui a du mal à... parce que ça peut faire peur. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on trouve aussi les bons outils de langage. Mais cette initiative-là de donner un mois, c'est visibilité, information. On a 4 semaines, donc la première semaine sur tout ce qui est sensibilisation à la fertilité. Et là, c'est la première année en 13 ans d'existence qu'on a une intervention au ministère de la Santé. Ça peut être un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour notre association, parce qu'on se dit, le sujet monte quand même dans la hiérarchie, et les questions de démocratie sanitaire, tout à l'heure que j'évoquais. La deuxième semaine sur le don de gamètes, la troisième sur plus sociétal, donc l'infertilité, mais son impact avec le monde du travail, hein, qui est très important. Et la dernière semaine qui est très importante pour nous, c'est innovation, recherche, ce que veulent les patients, ce que peuvent les médecins. Donc on a envie d'alimenter le débat public par ce mois de sensibilisation, et je vous invite tous à y participer, partout en France, en Guyane aussi, en Guadeloupe, en Martinique, parce qu'il y a un vrai, du côté des personnes dans le dur de l'infertilité, dans le dur des parcours d'assistance médicale à la procréation, il y a une vraie envie qu'on change d'échelle et qu'on arrive à faire autrement. Une autre question. Daniel Hervé me soufflait. Oui, pardon. Il n'y a plus de science dans les médias, donc on se tourne aussi vers vous.
Parce je pense qu'il faut densifier il faudrait densifier la représentation des émissions à caractère scientifique, médical, de la même manière que les carrières scientifiques doivent être revalorisées, pas forcément salarialement, ce serait bien aussi, mais dans dans la représentation qu'elles ont, dans l'image qu'elles ont pour les jeunes qui viennent souvent visiter des instituts de recherche, que ce soit à Rennes, à Paris ou ailleurs, et qui sont assez émerveillés de ce qui s'y fait. Il faudrait que tous viennent visiter et qu'on puisse leur dire « vous avez un avenir dans ces métiers-là ». Je ne peux qu'adhérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les intervenants dans la salle? Non? Oui? Un micro. Monsieur. Oui, bonjour, Daniel Abol, praticien hospitalier et conseiller santé en ARS, Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup pour ce livre blanc quasiment pour les politiques dans la synthèse qui a été faite. Sur la génétique, je m'interroge un peu avec effroi sur non pas l'encadrement, c'est une nécessité, mais sur la capacité à faire de nos établissements, parce qu'on voit que l'éventail de toutes les spécialités va avoir recours finalement devant nous à cette compétence supplémentaire qui se spécialise, qui borne les connaissances dessus. Et très honnêtement, nos établissements ne sont pas tout à fait armés pour pouvoir répondre aux multiples demandes. On voit déjà des retards dans les parcours de soins qui sont par des embouteillages sur les conseillers en génétique. Comment on peut travailler ça avec les associations, les tutelles, les politiques, parce que c'est une révolution qui est devant nous. Les capacités, les moyens qui souhaitent répondre, Stanislas Lyonnais. Hervé va commenter aussi, mais enfin, c'est une question que j'ai d'ailleurs un tout petit peu effleurée tout à l'heure en disant a-t-on les moyens de... Et il faut le faire. Donc on a un petit peu deux modèles qui vont s'opposer, ou qui s'opposent d'ailleurs. C'est une génétique monocentrique ou quelques CHU qui détiendraient les séquenceurs, le savoir et la qualité. Et tant mieux s'ils existent, sont là, seront financés et seront incapables quantitativement d'assurer la diffusion des bonnes pratiques dans des établissements qui n'auront pas, non pas uniquement la machine va être peu chère, hein, mais qui auront le savoir, la masse critique qui est très très importante. Je vous parlais de l'annotation des variants, c'est terrifiant. Enfin, tous ceux qui fréquentent quelques staffs de génétique le savent, c'est des dossiers absolument passionnants en médecine, mais qui sont tragiquement difficile, où on a 2-3 variants pour dire quel est celui qui cause la maladie. Et d'ailleurs, y en a-t-il un? Ou est-ce l'association de malfaiteurs des 3? Et c'est tout, alors j'allais dire tous les mercredis, chez nous c'est le mercredi matin, c'est tous les mercredis matins avec 10 dossiers extraordinairement difficiles. Ça, on ne le dit pas. Donc c'est le modèle monocentrique, le modèle diffusion totale de la génétique, où tout établissement aurait sa génétique au sein des spécialités d'exercice. Le cardiovasculaire, le cardiologue généticien. Là aussi, je pense que c'est un échec parce que c'est une déperdition du savoir par rapport notamment à la recherche, par rapport au centre de données, etc. Donc, il faut trouver un modèle intermédiaire. Il me semble que le modèle de réseau, où on va dire il y a des métiers nouveaux, assistants de parcours génomique, conseillers en génétique, bioinformaticiens médicaux, ne sont pas nécessairement dans les CHU. Ils peuvent irradier dans les établissements de qualité qui vont avoir des cancers du côlon, du sein pour l'oncogénétique, des maladies neurodégénératives pour la neuro, et qui, en lien avec des je sais pas comment on dit, des nœuds, comme des aéroports, vont pouvoir avoir retrouvé par ailleurs la masse critique, les commentaires, la recherche clinique aussi en particulier, et être attiré vers cette spécialité plutôt qu'en être éloigné. C'est un peu un vœu pieux, parce que ça réclame quand même des moyens importants, mais je pense que l'initiative et l'idée politique peut peut-être se trouver là. Hervé Schneves. Moi, je vais juste enchaîner sur ce que vient de dire Stanislas. On avait commencé en 2000 à essayer justement de défragmenter pour essayer d'avoir beaucoup plus de professionnels. Vous avez énormément de professionnels où? Dans les laboratoires, par exemple à Imagine, par exemple dans les laboratoires de l'INSERM. Or, nous avons vu avec le Covid la caricature des silos où les machines PCR et les professionnels extrêmement bien formés
qui étaient les chercheurs scientifiques, INSERM, CNRS, qui ont proposé leurs services, étaient récusés par le ministère de la Santé sur le terme, mais vous n'êtes pas accrédité, cher ami, vous faites de la single cell PCR, vous n'allez pas nous diagnostiquer un Covid comme ça. Enfin bon, défragmentons et réinstaurons ce qu'on avait fait. Bon, j'étais à cette initiative à l'époque, les contrats d'interface entre des chercheurs scientifiques qui peuvent prendre une valence clinique et inversement des cliniciens, en particulier les praticiens hospitaliers, prenant une valence de recherche. Je rappelle que l'INSERM est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. L'agence de la biomédecine, on l'a vu tout à l'heure dans le discours de Marine Jantet, est aussi impliquée là-dedans. Donc, défragmentons. Et puis, l'autre élément, c'est, bon, moi, professionnellement, à l'hôpital, je m'occupe de tumeurs dramatiques comme les glioblastomes. On ne peut pas faire sans génétique. On a forcément un panel génétique. Et très régulièrement, maintenant, on fait appel à Sequoia. Bon, là où c'est inadmissible, c'est qu'aujourd'hui, Sequoia, c'est 4 mois d'attente avant de récupérer les résultats. Malheureusement, dans les tumeurs que je traite, 4 mois, c'est trop tard. Enfin, c'est beaucoup trop long. Donc, il faut améliorer les conditions, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, l'oncologie est vraiment à la pointe dans le fait que sans la génétique, on ne fait pas. Il faut qu'on trouve les cibles actionnables et qu'on essaye de développer les traitements. Et là, on voit ce que Stanislas disait, le fonctionnement en réseau. Sur l'Île-de-France, on a un centre de traitement avancé qui coordonne tous les essais cliniques, quel que soit le type de cancer. Il se trouve qu'il est à l'IGR, tout le monde s'y est fait. Et puis voilà, et puis on fait les réunions RCP là-bas, etc. Et puis, enfin, il y a l'avenir, parce qu'il faut que vous regardiez qu'est-ce qui va arriver. Et on est en train de parler de génétique constitutionnelle, mais ce qui arrive, c'est l'épigénétique. Parce que ça compte tout autant que la génétique constitutionnelle. Et avec les nanopores et tout ça, on va commencer à pouvoir faire de l'épigénétique. Et ça, c'est une révolution auquel vous devriez aussi vous préparer. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui. Encore une ou deux éventuellement. Oui. Bonjour, je m'appelle Antoine Lazarus et je suis à la fois médecin du Monde, représentant Médecins du Monde à la Commission nationale consultative des droits de l'homme et pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme au Conseil d'orientation de la biomédecine. Donc évidemment, j'hésitais à... La question dont on parle, si je la vois côté Médecins du Monde. Côté Médecins du Monde, nous sommes dans beaucoup d'endroits à aider à la contraception, à limiter le fait que, sans aucune information de type scientifique, en gros, plus les gens sont dans des situations défavorisées, plus ils font d'enfants. En même temps que c'est la lutte pour le droit à l'IVG. Si je regarde le niveau de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, en gros, nous travaillons aussi sur le fait que les droits, et notamment l'application des savoirs, disons, de classe, des savoirs les plus sophistiqués, servent à tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Et là, on voit tout à fait que la capacité d'accéder au système de santé, éventuellement, quand on regarde d'un point de vue sociologique ou démographique, qui sont les gens qui vont vers ce dont il est question aujourd'hui, toutes les questions de l'aide médicale à la procréation, évidemment, les approches des traitements génétiques, c'est en gros ceux qui appartiennent aux catégories sociales assez favorisées, pour ne pas dire souvent les plus favorisées. Et puis l'instant d'après, on voit que d'un point de vue démographique, et puisque vous avez souligné tout à l'heure qu'en France, d'un point de vue démographique, on a maintenant 1/4 de naissances en moins, on voit que plus les gens sont formés, plus les gens sont instruits, plus les gens sont proches de la conscience des risques. Et mon métier, je suis universitaire, santé publique, donc c'était mon métier aussi. Plus ils sont formés, plus ils sont angoissés, moins ils font d'enfants. Dans une espèce de corrélation
qui fait que, alors que la conclusion pour l'instant c'est il faut informer, montre que les gens les plus informés sont d'une certaine manière les plus prudents sur les risques avec la vie, en même temps que c'est eux qui vivent le plus longtemps. Voilà, et tout à l'heure on parlait de tabou. Je pense aussi, parce qu'on est très impliqué sur les questions santé mentale, on trouve un petit peu les mêmes choses. On va informer d'un point de vue scientifique, comme si l'information scientifique était quelque chose qui était en corrélation directe avec la libération des pratiques de vie, si j'ose dire. Et je suis très frappé par le fait que dans les programmes sciences de la vie et de l'éducation, notamment pour les petits-enfants, les enfants plus âgés, on va leur parler en effet d'éléments scientifiques. Il n'y a pas un mot sur le fait qu'il faut, si on veut avoir le maximum de chances d'avoir des enfants, le faire jeune dans la vie, en sachant qu'on s'adresse à des plus jeunes pour faire plus d'enfants s'ils y arrivent, alors que c'est eux qui économiquement sont les plus fragiles, et que je pense à des choses déjà il y a 40 ans, dans les pays d'Europe du Nord, dans les livres scolaires, on montre que selon qu'à ressources égales, vous avez plus d'enfants que vous êtes célibataire, que le niveau de vie des célibataires est en gros supérieur au niveau de vie des parents. Voilà, donc on a toute une série, enfin de ceux qui ont plusieurs enfants et qui doivent partager, donc on a toute une série d'injonctions contradictoires, comme si l'avancée sur ces éléments qui sont mineurs d'un point de vue démographique et majeurs dans l'imaginaire collectif était l'espace par lequel on va trouver nos solutions à la fois de justice, d'anticipation sur les handicaps et en même temps démographique. Voilà, c'était une remarque, c'est difficile d'y répondre, mais en tout cas, si j'avais une suggestion à faire, même comme formateur, c'est de mettre très jeune des modes d'usage de l'existence, comment on vit avec ce qu'on mange, comment on vit pour aller à la toilette, comment on vit pour faire des enfants, et comment on sait qu'en vieillissant, on aura plus de moyens, et que. Voilà. Et donc, dans les livres scolaires, ce dont il est question ici, c'est uniquement de la science, c'est pas de la manière de vivre. Merci pour votre intervention. Informée, toujours informée. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Virginie Rio. Ça marche encore, oui. C'est l'éducation. Alors moi, je peux vous en parler puisque je suis éducatrice spécialisée. Donc cette approche de l'éducation par les parents déjà en premier et par l'éducation nationale, c'est essentiel. Mais c'est pareil, il faut aussi un peu de moyens. Et donc on a développé un petit outil sur la fertilité qui s'appelle Infofertilité, qui a pour objectif d'aller informer sur la fertilité et donc sur aussi la santé globale, puisque la fertilité est un élément de notre santé globale. Et c'est pareil, il faut des bénévoles pour aller dans les collèges ou dans les lycées, et il faut du temps pour ça, mais on a vraiment cette ambition-là aussi, de faire de l'information, parce qu'évidemment, quand on est informé, on peut faire des choix de vie. Alors, est-ce qu'il faut tomber comme au Japon, non, comme en Corée du Sud, où là, c'est une politique nationale de vraiment faire rentrer dans la tête des petits Coréens de 8 ans que s'ils ne font pas d'enfants, le pays va disparaître. Je pense qu'on peut trouver une nuance entre cette situation-là, où là, il y a une vraie politique publique d'aller endoctriner presque les enfants à « faites des enfants, sinon votre pays va disparaître », à ce que vous décrivez en France, où on cherche encore entre la liberté individuelle, les enjeux aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition à cette éducation à la sexualité ou même au corps et comment fonctionne la reproduction humaine. Il y a des tensions sociales autour de ça, mais on peut trouver un chemin au milieu, je pense. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Ou alors on va refermer cette table ronde. Pas de dernière. Oui, alors ce sera la dernière. Bonjour, Jacques-Olivier, BUPH en oncohématologie. En fait, vous avez beaucoup parlé de science et de recherche. Néanmoins, on sait que c'est de plus en plus coûteux. Et l'État, c'est pas que l'État se désinvestit, mais a de plus en plus
de difficulté à soutenir en fait ces coûts. Comment est-ce que vous voyez les partenariats qui pourraient se passer avec finalement les industriels, tout ce qui n'est pas politique, j'entends public, mais qui est beaucoup plus dans la productivité? Comment on pourrait développer ces partenariats pour finalement résoudre peut-être ces problèmes de coûts en fait? Ah, c'est une bonne question, effectivement. Oui, ça nous emmène très loin, mais c'est un sujet, c'est une table ronde entière sur les partenariats publics-privés en matière de recherche et aussi d'enseignement, sans l'oublier, et pourquoi pas d'éducation. Je vous parlais tout à l'heure de l'Institut Imagine et toutes les initiatives d'instituts hospitalo-universitaires qui ont voulu mettre ça en avant et qui sont en train d'étudier l'effet de levier que ça a eu. Et l'effet de levier est grand, de dire il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire sans eux, qui rappelait tout à l'heure qu'on ne produit pas des médicaments sur un bout de paillasse, bien entendu, et puis il y a des tas de choses qu'on veut faire avec eux. Ce n'est pas uniquement par la négative. Je pense on doit trouver, et il faut chercher dans le monde de l'industrie pharmaceutique, et pas uniquement, je pense aux industries de physique, d'électronique, pour les dispositifs médicaux, des partenaires éminents. Et je pense que c'est un monde académique qui se recroquevillerait sur lui, ajouterait à la crise de financement public et des politiques publiques de la recherche. Donc ça me semble indispensable. Garde-fous, propriété intellectuelle, bien entendu, tout ça, je ne dis pas que c'est facile, il faut le faire, mais ce sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Il faut aussi avoir une volonté politique de l'encouragement de ça, notamment par une vision de l'argent de la recherche qui n'est plus un argent dépensé, mais qui est un argent investi. Hervé est 100% d'accord. Merci. Un dernier mot. Non seulement on est d'accord, mais je souligne que non seulement les pouvoirs publics font tout ce qu'ils peuvent pour promouvoir ça, mais même le secteur caritatif, là je vais prendre ma casquette FRM, on a mis en place des programmes pré-maturation, maturation pour que les découvertes faites par les équipes FRM aillent jusqu'au développement. La question, souvent, est trouver en face l'industriel, le partenaire industriel, sachant que je dirais que pour trouver jusqu'à 3 millions d'euros, ce n'est pas un souci en France. Au-delà de 3 millions d'euros, et tout particulièrement pour faire des essais cliniques, ça devient un gros souci. Et c'est comme ça qu'on voit des médicaments innovants inventés en France, créés en France, développés en France, mais partis ensuite, en particulier aux États-Unis pour les essais cliniques, revenir à des prix exorbitants. Ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure sur la souveraineté et sur la globalité des questions. Il faut prendre en charge les choses et Stanislas a prononcé le mot investissement. Oui, il faut avoir le courage de regarder l'avenir et il faut avoir le courage d'aujourd'hui faire quelques sacrifices pour préparer un avenir meilleur pour nos enfants. Merci beaucoup, merci aux différents intervenants, merci pour votre attention. J'espère que pendant cette heure et demie, on aura réussi à vous faire réfléchir, comme nous avons réfléchi aussi, aux choix pour demain en matière de sciences, conscience et soins. Merci à vous.